La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7, en direct. De la Cité de l'Espace à Toulouse. Bonjour à toutes et à tous, de retour en Facebook Live sur la page Facebook de Radio Vinci Autoroute. C'est reparti pour 2 heures d'émission spéciale, c'est le deuxième round en quelque sorte. On a commencé ce matin entre 11h et midi avec une première heure d'émission consacrée à la planète Mars. Et on va poursuivre pendant 2 heures cette fois-ci avec une première heure consacrée aux astronautes et puis on enchaînera avec l'actualité sans doute de la semaine et peut-être même du mois de cet été. Le télescope spatial James Webb dont les premières images, ça y est, commencent à être publiées. Il y en a eu une qu'on a pu découvrir hier soir et a priori les autres vont suivre là dans le courant de cet après-midi. Donc on va pouvoir commenter ça en direct avec des experts. Donc rejoignez-nous. N'hésitez pas à passer un petit moment en notre compagnie sur la page Facebook du 107.7 avec également des directs qui seront proposés sur le 107.7. Pendant quelques minutes, on fera une petite incursion comme ça sur le 107.7 pour celles et ceux qui sont en voiture. Et puis sinon, pendant 2 heures non-stop, on est ensemble sur le Facebook de Radio Vinci Autoroute avec tout plein d'invités qui vont donc s'enchaîner. Et le fil rouge qui était déjà là ce matin, Nicolas Berton. Rebonjour Nicolas. Rebonjour. Donc qui continue, ça s'est bien passé ce matin. Donc écoute, on poursuit. On prend plaisir avec les gens derrière nous qui continuent à visiter aussi la cité. Et le public présent en nombre et peut-être justement parce que il se murmure que les images, les gens se rapprochent de l'endroit où on va en parler. Voilà, il y a un petit espace, on aura l'occasion d'en parler qui sera accessible au public pour pouvoir découvrir quasi en instantané les images qui seront publiées après que la NASA elle va révéler les images. On est un peu en même temps qu'eux, c'est-à-dire qu'on va découvrir ce que la NASA nous prépare parce qu'il n'y a aucun fil rouge, ça va être du direct, comme on dit. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des indiscrétions. C'est ça. On attend donc ces premières images a priori pour 16h30. Tout à fait. Et on commencera à en parler à partir de 17h, donc on aura quelques minutes pour évoquer ça. Et puis on peut d'ores et déjà saluer notre premier invité, Rémi Canton du Centre National d'Études Spatiales. Bonjour. Bonjour. Donc chef de projet notamment de la mission Alpha, célèbre mission de Thomas Pesquet, entre autres, et vous avez également comme mission les vols habités, c'est ça ? Oui, je suis à la tête de ce qu'on appelle le CADMOS, le Centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales, donc en français un peu plus court. Là, on s'occupe de préparer des expériences pour la Station Spatiale Internationale pour tous les astronautes. Et donc, c'est vrai qu'on va parler de James Webb, mais ce sera dans un deuxième temps. La première heure de l'émission va être consacrée aux astronautes. Et j'ai préparé, et je pense que c'est la même chose pour vous. On a vraiment plein de questions à vous poser, Rémi, non seulement sur l'utilité déjà des astronautes, pourquoi est-ce essentiel de les envoyer dans l'espace, qu'est-ce qu'ils nous permettent d'apprendre, et parfois sur Terre. Et puis on évoquera le recrutement des astronautes parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus finalement. Oui. Et puis l'entraînement aussi parce que une fois qu'on est recruté, c'est super, on a passé une étape très importante, mais ensuite il faut se préparer. Et donc là il y a un gros travail à effectuer. Et puis après on parlera notamment des missions Artemis. Et les missions Artemis, en fait, c'est le retour des humains sur la Lune. Et ça, absolument, c'est dans quelques années. C'est bientôt. Très vite. Donc on a une première heure qui s'annonce très chargée à suivre en Facebook Live et sur le 107.7. Et juste avant de débuter avec donc une première question que je vous poserai sur pourquoi a-t-on besoin des astronautes. On va regarder une courte vidéo, l'espace en quelques chiffres. C'est une petite vidéo préparée par les équipes de la Cité de l'Espace de Toulouse. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre.
De retour à la Cité de l'Espace de Toulouse. Je vous le rappelle, vous êtes en train de nous rejoindre petit à petit. Ce live sur Facebook a démarré depuis 16h. On est ensemble jusqu'à 18h, 2 heures d'émission à suivre bien sûr sur Facebook, également sur le 107.7 avec dans quelques instants un premier direct avec les deux invités qui sont à mes côtés. On va s'intéresser durant toute cette heure, je le dis pour celles et ceux qui nous rejoignent, aux astronautes. Donc le sujet est littéralement passionnant et je pense qu'une heure ne suffira sans doute pas à l'évoquer de A jusqu'à Z, mais pour autant on va essayer de vous en dire beaucoup sur déjà le caractère indispensable des astronautes, à quoi servent-ils, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux, et puis on évoquera le recrutement, l'entraînement de ces hommes et de ces femmes, et puis ensuite l'arrivée sur la Lune, le retour même sur la Lune. On connaissait l'émission Apollo, maintenant ce sera l'émission Artemis qui sont en train de se mettre en place. Donc ce que je vous propose, c'est de marquer une très courte pause, le temps que celles et ceux qui nous écoutent à la radio nous rejoignent. Ils vont arriver d'ici quelques secondes. Vous restez là en Facebook Live, 2 heures non-stop. Je vais mettre le casque sur les oreilles pour écouter le retour de la radio et puis on se retrouve dans un instant pour parler des astronautes. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Bonjour à toutes et à tous, de retour à la Cité de l'Espace ici à Toulouse pour la seconde partie de notre émission spéciale diffusée sur le 107.7 et en Facebook Live. Une première partie que nous avons proposée ce matin était consacrée à la planète Mars entre 11h et midi. Et là, cet après-midi jusqu'à 18h, on va s'intéresser dans un premier temps aux astronautes et puis ensuite au télescope spatial James Webb. Vous en avez forcément entendu parler depuis hier soir ou en regardant les infos ce matin. On parle notamment beaucoup de la première image de ce télescope qui a été dévoilée hier très tard dans la soirée. Mais pour l'instant, on va donc évoquer les astronautes. À mes côtés, deux invités, notamment Rémi Canton du CNES, le Centre national d'études spatiales. Merci de nous rejoindre. Merci. Vous êtes là pour nous apporter votre regard sur ce métier d'astronaute. Et notamment, la première question, elle est toute basique, mais à quoi servent-ils les astronautes ? Pourquoi a-t-on besoin d'eux ? Alors, il ne faut pas perdre de vue que la Station spatiale internationale, c'est un laboratoire de recherche scientifique. Alors, un peu particulier, je vous l'accorde, mais comme tout laboratoire, il faut des personnes pour maintenir le système, s'assurer que ça fonctionne bien. Et ensuite, l'objectif de l'ISS, c'est de faire des expériences en impesanteur. On appelle ça le micro-pesanteur. Et donc, on a besoin là aussi, tout n'est pas automatisé, donc on a besoin d'astronautes, à la fois pour opérer, pour faire ces expériences, et parfois, sur certaines, pour en être les sujets. Donc, nous, on appelle ça opérateur ou sujet. Donc voilà, c'est de la main-d'œuvre qui sert à la fois à s'assurer que le laboratoire fonctionne bien et ensuite il travaille donc, en tant que sujet ou opérateur. Parce qu'il y a des choses que l'on peut faire dans l'espace qui ne sont pas possibles ici, notamment par rapport à la gravité. Absolument. Les scientifiques, en fait, quels qu'ils soient, dans tous les domaines, que ce soit du vivant, les matériaux, les technologies, ont besoin d'observer certains phénomènes qu'on ne peut pas observer sur Terre en raison des effets de la gravité. Alors, c'est pas tant qu'ils ont envie d'aller dans l'espace pour les observer, mais c'est un petit peu le seul moyen où on peut avoir accédé à l'impesanteur de manière durable. Donc, pour observer ce qui est inobservable sur Terre, ils vont concevoir avec notre aide des expériences dans les domaines pour répondre à ces questions de connaissances, observer, comprendre, peut-être avoir des applications, mais pas forcément. Et donc, les astronautes vont les mettre en œuvre en fonction de ce qu'on aura préparé. Alors Nicolas Berton, vous étiez avec nous ce matin et on vous retrouve, vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace. Justement, ces expériences, en gros, on fournit des devoirs à faire aux astronautes qui sont dans l'ISS. Ils ont effectivement en tout cas un planning bien serré, bien organisé à l'avance, parce qu'il faut savoir que pour un astronaute, on va avoir des centaines de demandes d'expériences à réaliser dans le temps qui leur est imparti. Donc effectivement, leur temps est précieux, donc un planning à respecter j'ai envie de dire à la minute, il y a très peu de retard possible, même le temps de loisir est respecté. Et effectivement, on parle de devoir, et en fait c'est un devoir en commun, en groupe. Ce qu'on aime beaucoup parler à la Cité de l'Espace, c'est tous les gens qui travaillent avec les astronautes. Parce qu'en fait finalement l'astronaute, c'est, on disait, voilà, le technicien, le cobaye, et finalement il va y avoir toutes les têtes pensantes, ceux qui ont préparé l'expérience que l'astronaute doit réaliser, qui vont être en contact direct via le CADMOS notamment, pour lui indiquer les choses à faire. Donc il s'est entraîné au sol, il est suivi quand il est en impesanteur dans l'espace, et puis quand il revient, il y a la suite de l'opération. À chaque fois, l'astronaute nous dit voilà, je vais repasser quelques temps à Cologne pour finaliser certaines expériences. Donc en fait, c'est un suivi tout le long j'ai envie de dire un devoir de groupe,
un peu comme ça que ça se passe. Nicolas, Rémi, vous restez avec nous. On va poursuivre cet échange pour celles et ceux qui nous suivent en Facebook Live. Et si vous avez la possibilité de vous arrêter dans les prochaines minutes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook du 107.7. Si vous nous écoutez à la radio, on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. On évoquera notamment le recrutement des astronautes. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. On reparle de ça dans une dizaine de minutes. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct. De la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors Rémi, en préparant cette émission, on a eu l'occasion d'échanger et vous me disiez, quand on envoie des astronautes dans l'espace, dans l'ISS, on crée les symptômes sans la maladie. C'est ça, hein, en gros. Oui, c'est ce qui est un petit peu. Alors c'est qu'une partie déjà des expériences. Hein, j'en ai parlé juste à l'instant pour la partie radio. Les parties physiologie est une partie seulement des expériences. Mais en effet, le corps humain, quand il est en apesanteur, tout est un petit peu déréglé parce qu'on est quand même le fruit d'évolution de millions d'années. Donc notre corps est fait pour la gravité. Donc avec le poids, la poussée d'Archimède, la convection thermique, la sédimentation, tout ça. Et donc le corps humain, quand il n'est plus soumis à ces effets de la gravité, il va être perturbé. Mais tout va être perturbé. Le système cardiovasculaire, le système auditif, le système vestibulaire, le système digestif, absolument le tout. Cerveau. Et, voilà, le cerveau, même le système immunitaire. Et donc, c'est vrai que si à ce moment-là, un médecin faisait le diagnostic d'un astronaute, si on envoie un astronaute après 6 mois dans l'espace voir un médecin sans dire au médecin que l'astronaute a passé 6 mois dans l'espace, il se demanderait ce qui se passe. Donc on a effectivement tous les symptômes de quelqu'un qui à la base est en bonne santé mais qu'on a fait vieillir prématurément. Alors c'est un peu justement l'un des avantages de l'impesanteur, c'est qu'on va prendre un sujet en bonne santé, on va le faire vieillir prématurément, donc on va pouvoir observer ce qui se passe, comprendre, pouvoir essayer de le corriger, ralentir, et puis ça va servir, et alors on sait qu'on ne va pas abîmer la personne, puisque quand elle va revenir sur Terre, au bout d'un certain temps, elle va revenir à peu près aux conditions initiales, et ça va faire beaucoup d'avancées dans la recherche médicale. Alors il y a quand même, on parle des avancées dans la recherche médicale et en fait les astronautes nous parlent de deux pendances, c'est l'aide qu'on peut apporter sur Terre et puis l'exploration future. Surtout en ce moment, c'est un peu cette idée-là, on est en train de tester dans l'ISS ce qu'on va pouvoir aussi devoir vivre lorsqu'on va faire des missions longue durée potentiellement sur la Lune. Sur Mars, on en parlait ce matin, on verra plus tard. Encore un petit mais peu de voilà, encore un peu de temps. Mais voilà, c'est ces deux penchants-là finalement qu'on leur présente quand on leur dit vous allez monter dans l'espace. Votre corps va être préparé à ça, quoi. Ouais, et c'est une évolution aussi qu'on a vue au cours des expériences scientifiques. Comme j'ai insisté pas mal au début sur le fait qu'effectivement on répond à des besoins scientifiques, donc à des besoins, j'allais dire terrestres, en tous les cas de connaissances terrestres. Les applications peuvent être multiples, mais c'est vrai que depuis là, quelques années, on reparlera des missions Artemis et du retour sur la Lune, il y a cette évolution vers préparer à nouveau là, les technologies dont on a besoin pour l'exploration aussi. Donc c'est ce qu'on a fait au cours de la mission Alpha de Thomas Pesquet. C'est pas juste répondre aux besoins scientifiques des laboratoires terrestres, mais c'est aussi se dire quand vous serez sur la Lune, il y aura besoin d'autonomie pour la santé, pour la nutrition, les radiations, comprendre un petit peu mieux pour se protéger. Et donc le corps humain qui au départ était peut-être juste un sujet d'étude pour dire tiens, curiosité, comment ça se passe quand on est dans l'espace, là c'est plutôt par pragmatisme, on va dire vous allez y rester un peu plus longtemps, un peu plus loin, et s'assurer qu'on est capable d'envoyer des hommes en bonne santé et de les ramener en bonne santé. C'est un peu ça, quoi. On a, Nicolas, une exposition ici à la Cité de l'Espace qui nous permet de nous plonger dans le quotidien de l'ISS, c'est ça ? Tout à fait. Et en plus, le quotidien de l'ISS, Rémi le connaît bien parce qu'on a essayé de reproduire un peu son lieu de travail, un centre de contrôle. Ce lieu qu'on s'imagine, je pense, quand on a ces images lors du décollage des grandes fusées, où on voit tous les écrans devant nous, avec les constantes à suivre au moment précis, puis chaque pôle qui doit s'occuper d'une partie précise de la mission. Ça peut être les constantes peut-être biologiques, ça peut être le suivi de l'endroit où se trouve l'ISS à ce moment-là. Et donc on a essayé de reproduire ce centre de contrôle et de montrer, on disait ça tout à l'heure, qu'on a un astronaute en haut de la pyramide et puis en bas, on a tous ceux qui soutiennent cette pyramide. Et on a accueilli justement, grâce à cette exposition, on a fait des cafés alpha pour suivre les différents chefs de projet des missions, les collègues de Rémi sur les différentes expériences spécifiques auxquelles Thomas a participé. Et c'est ça qui est intéressant, c'était de voir la passion de ces gens qui tous les jours sont mes collègues à Toulouse, qui vont au travail comme moi et qui parlent à Thomas Pesquet, un peu quelqu'un dont on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours finalement. C'est ça qui est et vous sentez un réel engouement autour de cet espace ici à la Cité, justement parce qu'il y a eu Thomas Pesquet, sans doute ça a joué. En tout cas, il y a une véritable curiosité de la part du public pour connaître un peu mieux l'ISS et ce qu'on y fait. Ouais, c'est un peu, on essaye de déconstruire l'imaginaire qu'on avait de l'astronaute. L'astronaute à une époque, ça a été beaucoup l'explorateur, c'était des gens qui venaient de l'armée en général, qui avaient cette image-là. On les imagine toujours comme des héros, c'est toujours des gens qui ont de très grandes capacités, qui ont passé beaucoup d'étapes avant d'arriver ici, mais qui
dont on a besoin en fait d'autres capacités, d'autres attitudes à travailler notamment en équipe. On parle beaucoup de ces choses-là et qui ont besoin. Et c'est effectivement aussi, moi je veux dire, un astronaute, c'est quelqu'un qui donne son corps à la science, il donne son temps et son corps. Et donc c'est un métier qui est en train d'évoluer en fait. Finalement, on se dit, est-ce que finalement l'objectif c'est de vouloir tous être astronaute ou est-ce que c'est de pousser une personne et d'être parmi l'équipe qui va faire avancer la science? C'est un peu cette idée-là. Oui, pour Nicolas, tout à fait raison. Ce qui est important effectivement dans la notion d'équipe, on a effectivement l'astronaute et la tête de proue, la tête de pont de ce travail-là, la face visible. Mais ce qui est quand même important de dire, justement, on disait au tout début que le temps de l'astronaute était très précieux. On ne demande pas à l'astronaute de connaître ni de comprendre tout ce qu'il fait, de chacune des expériences, parce que justement, ça serait finalement mal utiliser son temps. On veut être efficace dans la manière dont on conçoit les expériences et la manière dont on prépare les opérations. Le but, c'est justement de déléguer une grosse partie de la connaissance et des procédures au sol pour tenir par la main l'astronaute, pour aller là où il y a une vraie plus-value. Voilà. Et tant qu'à faire, essayer d'automatiser le maximum de choses parce qu'on peut paralléliser des expériences et donc utiliser l'astronaute vraiment là où il peut être sujet, mais il peut avoir démarré en parallèle une dizaine d'expériences qui vont tourner de manière automatique. Et donc il faut qu'au sol, chacun ait la connaissance, la compréhension pour faire ce qu'on appelle du monitoring, la surveillance, être capable de dire aussi quand ça va bien, quand ça va pas bien. Et l'astronaute est là aussi pour ce regard humain. On lui demande parmi toutes les compétences qu'il a d'être justement de suivre bien les procédures, d'être réactif, de nous donner son regard, de s'adapter, ça c'est très important, et nous faire un retour pour qu'on soit ensemble, eux et nous, plus efficaces. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'ISS, le sujet, ce sont les expériences. On a notamment des projets qui commencent à se développer éducatifs, où les écoles participent à des expériences qui sont menées au sein de l'ISS. On avait notamment le blob avec Thomas Pesquet, où on suivait l'évolution d'un blob sur Terre, puis dans l'espace. On a des étudiants qui peuvent maintenant apporter leur propre expérience, donc développer leur propre outil et nous en parler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'histoire qu'il y a derrière le travail en équipe. Je pense à Tetri ISS notamment et d'autres projets qu'il y a eu lors de la mission de Thomas. Et donc effectivement c'est un peu ça. Le sujet, ce sont ces expériences-là. Je trouve ça de plus en plus intéressant parce que Thomas disait sur son fil d'actualité, lui il utilisait les belles images qu'il pouvait avoir de l'espace pour attirer le spectateur, l'auditeur. Et puis il glissait de temps en temps une petite expérience qu'il était en train de faire au jour le jour. Et ça qui était intéressant, c'était comment l'espace peut intéresser à ces expériences-là. Oui, c'est un très bel hameçon là. C'est vrai que peut-être qu'après la première mission Proxima, le grand public pouvait penser que il prenait surtout des photos. Absolument pas. C'est surtout son temps libre. C'est vraiment du travail. Et je le dis souvent, nous, notre client, c'est la science, c'est pas l'astronaute. On fait pas des expériences pour un astronaute en particulier. On fait des expériences pour répondre à un besoin scientifique ou technologique. Et l'astronaute est là pour nous aider. Enfin, quand je dis l'astronaute, c'est même au pluriel parce que les expériences durent bien plus longtemps que la mission de l'astronaute. Donc il y a besoin de ce continuum-là et c'est important. On pourrait en parler pendant des heures. Oui. Si vous nous rejoignez en Facebook Live sur la page de Radio Vinci Autoroute, soyez les bienvenus. Émission spéciale jusqu'à 18h en direct ici de la Cité de l'Espace. Vous avez sans doute reconnu la fusée Ariane qui se trouve derrière moi. On va poursuivre du coup cette émission jusqu'à 17h sur les astronautes. On va évoquer le recrutement parce que c'est un sujet qui est passionnant et les Français sont en première ligne quand il s'agit de candidater. On va voir ça dans un instant. Celles et ceux qui sont à la radio vont nous rejoindre dans quelques secondes, donc on va marquer une courte pause, le temps de les retrouver, puis on poursuivra cet échange avec Rémi et Nicolas qui sont donc nos invités sur le plateau ici de Radio Vinci Autoroute. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct De la Cité de l'Espace à Toulouse. Les astronautes à l'honneur de la première partie de cette émission qui va se poursuivre jusqu'à 18h. Il y a quelques minutes de cela avec Rémi Canton et Nicolas Berton, nous évoquions le fait tout simplement qu'ils sont indispensables pour faire progresser notamment la recherche. Maintenant, on va s'intéresser à leur recrutement. Rémi, en plus, vous êtes bien placé pour nous parler de ce sujet-là parce que vous-même, il y a quelques années de cela, vous avez postulé. Ce n'est pas une mince affaire, hein. On parle pour la dernière campagne de recrutement de plus de 22 000 candidats pour combien d'élus au final ? Alors, allez, entre 5 et 10, on va dire. Le chiffre n'a pas encore été annoncé. La dernière sélection en 2008-2009, ça a été 6 heureux élus sur ce près de 9 000 candidats. Donc là, on en a 22 000. On a pratiquement autant de Français qui ont candidaté cette année que de candidats totaux il y a 10 ans. Donc on voit bien l'engouement derrière Thomas. Alors, quelles sont les qualités à avoir, le profil type de quelqu'un qui peut candidater pour aller dans l'espace ? Alors, comme souvent, il faut une tête à la fois bien pleine mais surtout bien faite. Donc il faut un début de carrière scientifique, avoir des études scientifiques du moins. Et de manière, pour faire synthétique, il faut à la fois des qualités techniques,
humaine et opérationnelle. Il faut effectivement être bon dans son domaine, être bon avec les autres en équipe, savoir interagir, s'adapter, voilà, parce qu'on va passer quand même plusieurs mois à 7 personnes de manière isolée. Et puis opérationnel, parce qu'il faut être réactif, il faut être à peu près sûr pour la prise de décision, pas gamberger. Et voilà, c'est toutes ces compétences-là qui expliquent qu'il faut plus d'1 an pour recruter des astronautes. Et alors Nicolas, comment ça se passe concrètement? On rédige un dossier, je ne sais pas, on met une photo, une lettre de motivation pour commencer. C'est un bon début déjà. L'ESA, sur son site internet, ouvre un dossier d'application et dans lequel vous pouvez remplir. Je n'ai plus exactement en tête, mais effectivement, il y a un type de CV qu'on doit envoyer, une lettre de motivation pour déjà donner les premières caractéristiques. Puis, de toute façon, il y a déjà des étapes de présélection, comme on disait. Astronaute, c'est pas un premier métier. C'est ça qui est drôle, c'est que souvent les enfants nous demandent quelle formation je peux faire pour être astronaute. Fais d'abord un autre métier et après tu pourras vouloir être exemple astronaute. Avec Thomas Pesquet, qui était lui du coup ingénieur puis pilote de ligne. Voilà, pilote de ligne. C'était même un 3e métier pour lui. Effectivement, donc je pense qu'on nous demande d'abord d'avoir connu le monde professionnel, d'avoir déjà essayé d'expérimenter cette chose-là avant de candidater. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de liens avec la persévérance, c'est-à-dire qu'on va quand même attendre pendant plus d'1 année, je pense, oui. les sélections. Ne jamais avoir vraiment les réponses de valides ou invalides de nos résultats, mais on sait seulement qu'on passe les étapes. C'est un peu laissé dans le flou. Et donc ça a commencé l'an dernier, le lancement de la campagne de recrutement. On était à 22 000, là on est passé à 400 aux dernières nouvelles. Et cet automne, le but c'est qu'il n'en reste que 5 à 10. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu, après l'étape CV dont on a parlé, il y a eu ce qu'on appelle des tests psychotechniques qui vérifient quand même que tout est bien connecté, la mémoire visuelle, auditive, du multitâche, ce genre de choses. Et ensuite, une étape plutôt psychologique. Et là, en ce moment, c'est l'étape médicale. Voilà. Donc c'est vrai qu'on va jusqu'au bout sans savoir si on va passer toutes ces étapes-là. Donc il y a ce côté... En fait, la plupart, ce que disait Thomas, c'est que la plupart des gens qui réussissent, c'est pas forcément les gens qui avaient absolument envie d'être astronautes dès qu'ils étaient jeunes. C'est peut-être ceux qui ont moins de pression et qui vont du coup peut-être être plus ouverts d'esprit sur certaines tâches. On a une animation qu'on avait travaillé en lien avec l'ESA qui montre souvent les idées reçues qu'on peut avoir de ce qu'un autre astronaute doit être, c'est-à-dire réussir mieux par rapport aux autres, alors qu'en fait, il peut réussir mieux avec les autres. Je ne spoil pas ce qui se passe, mais on vous laissera réaliser cette activité ensemble. Et justement, de cet atelier, on va en parler pour celles et ceux qui nous suivent en Facebook Live. On va s'interrompre pour la partie radio, laisser les copilotes en région sur le 107.7 reprendre la main pour le trafic dans quelques minutes. Et on se retrouvera bien sûr pour la prochaine fois, pour le prochain direct, on évoquera l'entraînement. Et on verra que c'est un dur labeur et que ça dure plusieurs années pour se préparer. Donc on se retrouve dans quelques minutes sur le 107.7. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Donc on a compris comment se passe le recrutement, mais pourquoi faire ? C'est-à-dire que les astronautes qui dans quelques mois seront recrutés, quelles seront leurs missions durant les prochaines années ? Déjà, on recrute un astronaute pour combien de temps ? Alors on essaie de les recruter de manière générale, on va dire pas trop âgés, la définition doit varier selon les personnes, mais à peu près entre 30 et 40 ans, et si possible plutôt près de 30. Le but c'est d'investir parce qu'on a vu la sélection, ça prend déjà 1 an, ça coûte assez cher, donc on n'en fait pas. Alors la NASA en faisait tous les ans, en Europe c'est plutôt tous les 10-15 ans. Le nombre de candidats est en fait de retenus est fonction du nombre de vols entre guillemets achetés dans le cadre de la coopération de l'ISS maintenant, et puis on se projette sur Artemis, donc c'est ce qui va faire le nombre. Mais quand ils vont être recrutés, ils ne savent pas encore forcément sur quelle mission. Donc il faut d'abord un socle de compétences générales. Donc on a vu leurs compétences on va dire sur le papier. Donc ensuite il y a connaître les systèmes de l'ISS, des lanceurs, etc. Et puis donc ça c'est leur premier socle de base. Et ensuite quand ils vont être affectés à une mission, là ils vont pouvoir commencer à s'entraîner sur les expériences spécifiques de cette mission. Et encore des fois il y en a certaines qui découvrent une fois qu'ils sont là-haut. On parle même de on-board training parce que on n'est pas forcément capable de développer des expériences qui montent avant eux. Donc voilà, il y a un peu ce micmac et ça rejoint les compétences d'adaptabilité et de ne pas avoir peur de monter un meuble Ikea pour la première fois dans la station en le découvrant. Oui, c'est ça, c'est un peu cette chose-là. Et il y a un peu l'idée aussi de moins se mettre en avant, travailler pour le bien commun. C'est-à-dire qu'un astronaute, comme on disait, voilà, c'est ça. Il ne sait pas pour combien de missions il va être affecté. Ça se trouve, ce n'aurait pas été la mission pour laquelle il aurait voulu être affecté. Il y a des astronautes qui veulent, j'imagine, partir sur Artemis. Ils ne vont pas rager d'avoir d'autres collègues qui vont y aller. Ils vont surtout mettre en avant le fait que voilà, c'était le meilleur choix à faire et être content que, en tout cas, la mission se fasse. Donc c'est un peu cet élément-là qui est demandé. Alors, ce que vous m'avez présenté, c'est que effectivement, pour les missions Artemis, les premières, je pense qu'on va d'abord avoir des gens qui seront
déjà expérimenté en tant qu'astronaute, mais la sélection suivante va être celle qui va peut-être développer le futur Gateway, le futur... qui va taper à la porte. Qui va taper à la porte de l'espace, quoi. Alors Nicolas, ici à la Cité de l'Espace, il y a une animation qui permet de se mettre dans la peau d'un postulant. Exactement. Voilà, et de passer quelques tests pour voir comment on se situe. Exactement. Et je dirais même dans la peau du jury qui va sélectionner ce postulant. En fait, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que l'on cherche dans la tête d'un astronaute. Donc on disait effectivement c'est une tête bien remplie. On parle de plusieurs intelligences en fait actuellement. On n'a pas que l'intelligence, on va dire cognitive, intellectuelle, très j'ai envie de dire mathématique sur la logique, etc. Ça, il y a forcément ce passage-là parce qu'il y a des besoins très techniques. Nous sommes en train de réaliser la science. Mais comme nous allons laisser des personnes 6 mois dans un même espace, ils vont devoir travailler avec des équipes de toutes les cultures et de tous les milieux, eh bien, on a aussi cette compétence d'adaptabilité, cette compétence sociale un peu, émotionnelle aussi, savoir gérer ses émotions dans un groupe, parce qu'on ne veut pas qu'une erreur se fasse lorsqu'il y a un danger imminent, par exemple. Donc on va tester ces plusieurs caractéristiques. Et puis j'ai envie de dire quand même, il y avait le côté physique, c'est-à-dire qu'on est cobaye. Donc faut pas avoir peur des piqûres, faut pas avoir peur des tests, parce que moi j'ai un peu cette crainte-là. Il parlait Thomas Pesquet de se faire des myopsies. Il n'y a pas de piqûre dans l'animation, je rassure pour les pas dans l'animation, effectivement. Mais on prévient quand même que physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Rémi, cela fait maintenant une quinzaine d'années, vous me disiez que vous avez postulé. Quels souvenirs vous gardez de ce moment-là dans votre vie, dans votre carrière ? Moi j'ai encore un très bon souvenir parce que c'est une expérience unique, ça change pas mal des entretiens d'embauche classiques et puis ça a un petit côté, j'allais dire Roland Garros, là on doit passer plusieurs tours et puis voilà, à la fin il y a que un ou que quelques vainqueurs dans le cas des astronautes, mais on apprend beaucoup sur soi-même, on se met dans des situations diverses et variées, on rencontre plein de gens. Moi j'ai gardé beaucoup de contacts avec d'autres candidats de l'époque, des profils très variés, chacun on est un peu humble parce que ce qu'on fait on se dit voilà c'est normal, et puis on est tous impressionnés par ce qu'ont fait les autres, et c'est vrai que c'est intéressant parce que comme le dit Nicolas, c'est pas des trajectoires linéaires. On peut se dire que quelqu'un un très bon ingénieur, voilà, qui est né à Toulouse, qui a fait son école d'ingénieur à Toulouse, qui travaille à Toulouse dans le spatial et qui est toujours resté dans son bureau, il a le profil idéal, mais absolument pas. Il faut quelqu'un qui soit sorti des sentiers battus, qui soit intéressé à d'autres cultures, qui travaille qui s'est mis en difficulté. Voilà, c'est ça aussi le côté un peu opérationnel et émotionnel qu'il faut savoir gérer. Donc le fait d'avoir rencontré plein de personnes comme ça, je trouve ça. Voilà, moi j'en garde un très bon souvenir, même si évidemment j'aurais préféré aller jusqu'au bout aussi. C'est sûr. Et puis alors il y a quand même un message que nous passent pas mal les astronautes, c'est la première sélection. C'est celle que vous faites vous-même. C'est-à-dire qu'il y a parmi les 23 000 candidats, et je pense qu'il y en a peut-être 50 000 qui auraient pu postuler, et il y en a tous ces autres-là, c'est ceux qui n'ont pas osé faire la candidature. Il dit ça ne coûte rien. Faites-le au cas où, en fait. Et Thomas Pesquet, au départ, il ne pensait pas aller jusqu'au bout, en fait. C'est ça l'idée. La transition est parfaite. Merci beaucoup, Nicolas, parce que on va maintenant évoquer pendant quelques minutes Thomas Pesquet avant de s'intéresser avec notre prochain invité à l'entraînement des astronautes. Thomas Pesquet qui est venu à la Cité de l'Espace il y a quelques semaines de cela et qui a notamment été interrogé sur sa vision du métier d'astronaute dans 15 à 20 ans. Je vous propose, pour vous qui nous suivez en Facebook Live, de regarder sa réponse. Dans 15 ou 20 ans, écoute, dans 15 ou 20 ans, on sera sur la Lune. Il y aura encore des stations spatiales, je dis des, mais il y en a déjà 2 aujourd'hui. Il y a une station spatiale internationale, une station spatiale chinoise qui est beaucoup plus petite, mais qui existe. Donc on a 2 stations spatiales en orbite basse. Il y en aura au moins autant dans 15 ou 20 ans. Peut-être plus, et puis il y aura une base sur la Lune, ça c'est aussi quasiment certain. Il y aura une station autour de la Lune, et on aura des vols sinon réguliers, du moins occasionnels vers ces bases de recherche. On fera de la recherche, on se préparera à aller encore plus loin, on utilisera les ressources in situ. Voilà, le métier d'astronaute, je pense que l'idée c'est d'aller... aujourd'hui on va vers la station spatiale parce que c'est ce qu'il y a de plus loin. Si demain, il y a une destination encore plus lointaine, je sais qu'on va tous lever la main pour y aller, parce que je les connais, mes collègues, parce qu'on est tous pareils, parce qu'on a envie d'aller là où personne n'est jamais allé. Et c'est ça le boulot, en fait, c'est d'aller explorer. Et puis une fois qu'on a fait ça, derrière nous s'engouffre peut-être, dans l'orbite basse, la sphère privée, parce que de plus en plus de gens, peut-être d'autres applications, l'industrie, des entreprises, on ne sait pas. Parce que c'est comme ça que ça se passe l'exploration. Quand on est allé quand on a découvert l'Amérique ou autre, d'abord c'est des gens professionnels et ensuite c'est un peu monsieur tout le monde. Voilà, donc on va faire ce même processus-là dans l'espace et nous, on va essayer d'aller de plus en plus loin.
La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct. De la Cité de l'Espace à Toulouse. Bien, Thomas Pesquet, puisque vous étiez le chef de la mission Alpha, qu'il a même eu l'honneur de commander d'ailleurs. Il est déjà allé 2 fois dans l'espace. Une 3e fois, ça le tente? Ah oui, carrément. Il s'en cache pas d'ailleurs. Après, le problème, c'est que 1, c'est pas le seul. Et puis 2, c'est pas lui qui va décider. Donc, par contre, il coche toutes les cases. Donc, comme on disait, il a fait deux belles missions, 2 missions longues. Il a été commandant de bord, même si c'est un rôle essentiellement symbolique. Si on le confie, c'est quand même ça s'est plutôt bien passé. On vous fait confiance. Il a fait des sorties extravéhiculaires. Il a le record européen quand même. Hein. Il en a fait 4 lors de son dernier vol, lors du premier. Voilà, il a toutes les compétences pour. Après, ça dépend déjà de l'avancée du programme sur Artemis, de programmes américains, quel va être le calendrier réel, parce que chaque jour, Thomas vieillit, les autres aussi, mais donc il y a la nouvelle génération qui pousse derrière. Quelles vont être les opportunités réelles, et puis voilà, et puis un petit peu de politique aussi. Hein. L'Europe, c'est plein de pays, donc il y a la France, les Allemands, les Italiens qui sont en pole position, donc on croise les doigts pour lui, mais il a fait tout pour être bien placé. Sachant qu'on a déjà, je crois, en tout cas, négocié avec la NASA 3 sièges pour les premières missions. Parce que voilà, tout est affaire de négociation pour prendre les quelques places à bord des différentes missions qui seront mises en place. Donc ça négocie très sec en coulisses, c'est ça? Oui, voilà, il y a plusieurs missions. L'Artemis 1 là, qui va arriver bientôt, donc il y a une mission juste inhabitée autour de la Lune, puis voilà un vol démonstration où on va tourner autour. Et ensuite un vol où a priori une femme américaine se posera. Donc on sera déjà à Artemis 3 à ce moment-là. Et normalement il y a une place européenne sur Artemis 4, 5 et 6. Donc voilà. Et les missions Artemis, on va en reparler justement à la fin de cette heure. Rémi, vous allez l'espace de quelques minutes céder votre place à Philippe Dronot, qui est médiateur scientifique à la Cité de l'Espace. Voilà, je vous laisse lui donner votre micro, puis je vous remercie et surtout vous donne rendez-vous dans quelques minutes parce que vous reviendrez nous parler de ces vols habités sur la Lune, parce qu'on verra ensemble que le calendrier se rapproche, hein, pour le coup on y sera dans quelques années. Si vous nous rejoignez en Facebook Live sur la page Facebook de Radio Vinci Autoroute, je vous rappelle que jusqu'à 18h le 107.7 vous propose une émission spéciale. On est en direct de la Cité de l'Espace ici à Toulouse, vous l'avez sans doute reconnu avec la fusée Ariane qui se trouve derrière moi. Donc 2 heures d'émission avec une première partie qui est consacrée aux astronautes. Je pense que si vous suivez l'émission depuis quelques minutes, vous avez bien compris qu'on parlait de ce sujet. Pourquoi a-t-on besoin d'eux? Comment les recrute-t-on? Comment s'entraîne-t-il? Tiens, justement, c'est la prochaine question qu'on va poser dans un peu plus d'une minute à Philippe Dronot qui nous rejoint. Donc, et puis Nicolas, vous restez à mes côtés. J'ai donc 2 médiateurs scientifiques à la Cité de l'Espace à mes côtés pour le prochain quart d'heure, pour qu'on puisse évoquer toute cette partie-là et voir à quel point il y a énormément de travail à fournir en amont. C'est-à-dire déjà, c'est très difficile d'être sélectionné. Puis ensuite, il y a un énorme travail à accomplir pendant plusieurs années avec tout plein d'aspects à travailler, et ça passe par l'apprentissage du russe notamment, j'ai vu ça en préparant l'émission, mais des stages de survie, enfin voilà. Et on va parler de tout ça dans quelques secondes, puisque on sera de nouveau en direct à la radio à 16h35, donc dans une poignée de secondes. Donc ce que je vous propose, si vous nous suivez en Facebook Live sur la page de Radio Vinci Autoroute, c'est de rester avec nous. On s'interrompt une petite vingtaine de secondes et puis on reprend nos échanges ici depuis la Cité de l'Espace de Toulouse. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct. De la Cité de l'Espace à Toulouse. Émission spéciale à vivre jusqu'à 18h et une première partie consacrée aux astronautes. Il y a une petite demi-heure de cela, on s'est intéressé à l'utilité de ces femmes, de ces hommes. On a vu pourquoi est-ce qu'on avait absolument besoin d'eux. On a évoqué le recrutement il y a quelques minutes de cela, et puis maintenant on va évoquer l'entraînement, parce que c'est une très grosse partie. À mes côtés, 2 médiateurs scientifiques à la Cité de l'Espace, Nicolas Berton, Philippe Dronot. Philippe, vous venez de nous rejoindre. L'entraînement dure plusieurs années. Ça déjà, il faut l'avoir en tête. Dans le cadre de Thomas Pesquet par exemple, ça a été 7 ans de préparation. Oui, absolument. Et certains même avaient passé beaucoup plus de temps. Ça dépend en fait des opportunités de vol, des besoins en moyenne de vol. Par contre, une fois qu'ils sont sélectionnés, finalement, il faut créer un
un corpus de connaissances et de pratiques communes pour tous les astronautes qui ont été sélectionnés et qui ne sont pas ceux qui peuvent passer quelquefois, des touristes qui vont quelquefois travailler moins. Là, on parle des astronautes d'agences spatiales qui sont là pour non seulement exercer leur métier de scientifique, d'opérateurs spécialisés dans l'espace, mais qui doivent en même temps maintenir en général la station spatiale, et c'est un gros travail. Donc cela passe plusieurs, une année, 2 années, ça dépend de la phase à laquelle ils vont être. Mais enfin, dans la première phase, c'est vraiment l'étape de base, c'est créer tout un corpus commun. Donc ça veut dire effectivement les langues, les connaissances générales. C'est la théorie en gros. C'est la théorie avec quand même un certain nombre de pratiques, notamment la langue c'est une pratique, mais aussi les entraînements par exemple de plongée, de vol, des entraînements opérationnels, mais sur des éléments globaux, communs à tous les astronautes. Et ça c'est la première phase. Et on va parler, il y a à peu près 3 phases au moins pour se préparer à des vols. Et disons que effectivement, l'ISS, c'est un énorme outil qui a été conçu par plusieurs agences différentes. Vous imaginez le mode d'emploi qui n'existe, j'imagine pas en entier, mais voilà, qu'il faut apprendre par cœur. Parce qu'il va falloir réagir à toutes les situations possibles. Ce que j'aime comparer, c'est que la différence entre un astronaute et peut-être les futurs touristes spatiaux, c'est que quand vous allez en haute montagne, vous avez besoin d'un guide parce que c'est un professionnel, il connaît le milieu. Et c'est un peu la différence entre un astronaute amateur et l'astronaute professionnel. Parce que l'astronaute professionnel, il va savoir... il est censé connaître son milieu. Son milieu, c'est l'espace. C'est un milieu dangereux et dans lequel il faut être expert pour pouvoir... y aller en sûreté, on va dire. Alors Philippe, vous évoquiez la première étape. Quelles sont les 2 autres ? Alors, effectivement, ces étapes peuvent se conjuguer entre l'Amérique, les USA, la Russie à Moscou, où il y avait beaucoup d'entraînement, et puis bien entendu le centre européen à Cologne, en Allemagne, qui est celui de l'entraînement des astronautes. Tout ça se passe pour cette partie de base, se passe dans plusieurs pays. Mais ensuite, la nouvelle phase, ça va être une phase avancée, où on va commencer à les faire travailler sur des systèmes de télécommunication, plutôt communs, disons, en général à la station spatiale, puisqu'il s'agit de ça pour le moment. Ils sont peu affectés sur d'autres missions actuellement que la station spatiale. Et à ce moment-là, ils commencent à faire des généralités. Mais autour des systèmes précis de la station spatiale, éventuellement commencer à étudier les véhicules qui pourraient les amener dans l'espace. Et donc c'est un entraînement avancé avant la 3e phase, qui sera alors une phase qui peut aussi là être entre 1 an et demi, qui peut être de 2 ans ou qui peut être de beaucoup plus longtemps si on n'est pas affecté à un vol. C'est une phase dite opérationnelle où non seulement on va s'attaquer au système, aux expériences, c'est-à-dire on va commencer à connaître les expériences, à les préparer, on va commencer à être dans les systèmes de sécurité des vols, dans les dernières avancées du véhicule ou de la station spatiale, et surtout on va être en lien cette fois avec les membres de la mission spatiale avec qui on va voler. Et là on rentre dans l'aspect base commune entre des individus qui doivent absolument cohabiter parfaitement ensemble et se compléter. C'est difficile de résumer près de 10 ans en quelques minutes. Merci à vous. On va poursuivre cet échange en Facebook Live. Si vous avez la possibilité de nous suivre, de vous arrêter pourquoi pas sur une heure pour prendre cette émission en intégralité sur les réseaux sociaux. À la radio, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes et nous reparlerons des humains bientôt qui vont revenir sur la Lune. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct De la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors cette préparation qui peut durer de très très longues années, j'imagine quand on se prépare, parfois il peut y avoir des hauts, des bas, on peut être un petit peu dans la difficulté. Ça fait partie finalement du processus que d'être confronté et des fois d'être mis en difficulté par certains apprentissages qu'on va découvrir. Tout à fait. Il y a, notamment, ce que je trouve intéressant, c'est ces passages, Philippe parlait tout à l'heure, du moment où on va vraiment parler travailler en équipe restreinte avec son futur équipage, et on va être mis dans des situations, on va dire, extrêmes, poussées à la situation la plus grave qui pourrait nous arriver, par exemple. Et on pense notamment au centre d'entraînement de Nemo, qui est l'endroit où on va être mis dans une base sous-marine pour un isolement avec un équipage pour réaliser des expériences dans cet espace isolé pendant plusieurs semaines. Donc là aussi, c'est des situations extrêmes. On va passer une semaine enfermé dans des grottes. Alors je ne sais plus quelle région de la France, je ne sais plus, à cette époque c'était la Sardaigne, à une époque,
pour pouvoir savoir comment on va réagir en équipe. Mais alors, du coup, c'est des situations qui pourraient paraître complètement éloignées du milieu spatial, mais c'est des situations dans lesquelles on va être mis à l'épreuve sur notre réaction sur le moment à ces situations-là. Et après, le suivi psychologique sur le long terme, effectivement, alors il y a, les astronautes parlent peu de cet aspect-là. Ils ont après sélection des personnes qui suivent et la famille et l'astronaute, notamment durant sa mission. Nous, on connaît notamment Romain Charles qui a suivi Thomas lors de ses premières missions Proxima, qui est un peu, il se nommait un peu la nounou de Thomas pour être présent. Donc il y a un encadrage de cette situation d'astronaute, mais c'est aussi des profils qui doivent être habitués à cette adaptabilité. Donc la sélection a permis que ces profils-là oui, il y a une chose qu'il faut comprendre, je pense, c'est que le processus de sélection a été tel. Le processus d'entraînement, plus il va au bout, moins vous êtes en concurrence. Vous n'êtes plus en concurrence, vous êtes en mode de coopération, et les situations dans lesquelles on se met, c'est une situation dans laquelle on ne va pas vous sélectionner, on ne va pas vous dire bon bah là ça va pas, à moins qu'il y ait une catastrophe, mais j'en connais pas. Mais la plupart du temps, on est plutôt dans un mode de coopération. Ça veut dire c'est comme des pilotes, hein, quand ils arrivent au bout d'un entraînement, on les met dans des situations difficiles. Un pilote qui fait de l'entraînement en simulateur, par exemple, il va être dans toutes les situations difficiles. Effectivement, il y a du stress parce qu'il y a cette situation difficile. Mais il n'est pas en mode de stress du point de vue de sa position. Et donc, il doit plutôt avoir cet aspect. C'est plutôt confortable, je dirais. Il sait qu'il va au bout, et donc, et c'est ce qui se passe dans l'espace en fait. Il n'est pas question de concurrence ou de moment où on va se mettre en concurrence avec un autre. Donc la phase d'entraînement est une phase qui, plus ça va, plus est une phase de confiance en fait et de solidarité qui va se monter. Donc c'est pas un stress de sélection, c'est un stress du meilleur en équipe. Et ça, c'est toujours des bons souvenirs pour eux, je pense. Et combien de temps avant de participer à une mission est-on prévenu ? Ah bah ça dépend. Moi je connais Jean-François Clairvoy qui a attendu des années, qui a été débarqué de vol. Il y en a qui sont dans un vol et qui n'y sont plus. Il y a ceux qui ont un véhicule qui va plus finir par partir et donc ils vont changer de véhicule et donc ça va passer après. Il y a eu toutes les circonstances qui ont fait que un astronaute qui déjà s'entraînait à des vols a été désélectionné, non pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce que le véhicule fonctionne pas ou parce que la mission a changé ou parce que son expérience ne part plus. Ça peut arriver. Maintenant, autrement, quand c'est régulier, c'est plutôt une année et demie, 2 années et demie, de manière à ce que le processus de sélection se fasse normalement. Et là, pour le moment, on est plutôt dans quelque chose d'assez régulier, jusqu'au moment où on va basculer sur des modes Artemis d'un côté, station spatiale de l'autre. On ne sait pas très bien comment va s'articuler cette nouveauté, puisque Artemis est véritablement maintenant une nouveauté par rapport à cette routine qu'on a pu connaître avec la station spatiale. Le programme Artemis, Thomas Pesquet espère pouvoir y participer. Justement, on va s'interrompre quelques instants en Facebook Live pour retrouver une petite vidéo de Thomas Pesquet qui a été tournée par les équipes de la Cité de l'Espace, où il s'est rendu d'ailleurs il y a quelques semaines de cela, et où il revenait sur la deuxième mission, la mission Alpha à laquelle il a participé il y a quelques mois en arrière. Je vous propose de regarder cette vidéo et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission spéciale en direct de Toulouse. Un petit peu, ouais, un petit peu. C'est comme les sauts en parachute, en fait. Le premier saut en parachute, ça fait un peu peur, mais quelque part, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est une peur un peu, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Hop, 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 et puis après, c'est fini. Le deuxième saut, il fait beaucoup plus peur, parce qu'on a eu les sensations, le corps a connu ça, et il y a l'appréhension un peu plus, on sait ce qui va se passer, on sait que ça va faire peur. Et après, ça va, quoi. Mais la mission spatiale, c'est un peu pareil. Tu sais que la première mission... Tu sais pas ce que c'est d'aller dans l'espace, tu sais pas ce que c'est que de t'entraîner pour une mission, donc t'y vas, la fleur au fusil, parfois ça fait mal, parfois c'est difficile, parfois tu y arrives pas, parfois il faut vraiment persévérer, mais tu le sais pas. La deuxième fois, tu sais exactement quand ça va faire mal, tu sais exactement quand ça va être difficile, tu sais exactement que les gens vont te manquer quand tu vas être là-haut, qu'il va y avoir des moments où ça va être compliqué, et voilà, donc ça demande un peu plus de ressources mentales, je pense, la deuxième fois. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors messieurs, on parle beaucoup de Thomas Pesquet parce qu'il a déjà participé à 2 missions, mais il faut dire également que sur la campagne de recrutement qui est en cours,
On avait sur les 22 000 candidatures au départ, plus de 7 000 qui étaient françaises. Donc la France se mobilise, on a un vivier assez impressionnant. Effectivement, nous on espère avoir un renouvellement de ce côté-là. Alors vous avez dit française, effectivement français et française, mais le lapsus est intéressant parce que c'est aussi des profils. Alors on a en Europe actuellement Samantha Cristoforetti qui est la seule européenne astronaute qui représente les femmes dans l'espace en Europe. Active, exactement. Active, et donc, Claudie. nous, on a effectivement Claudie Agnuret qui est notre marraine, qui est une belle image qu'on essaye de présenter au plus grand public. Et effectivement, nous, auprès des scolaires, c'est un peu cette image-là qu'on essaye de montrer qu'il n'y a aucun frein à la fois au niveau de la sélection, mais au niveau de la personne que vous êtes pour pouvoir être astronaute maintenant. Et donc, Philippe Drono, on a de plus en plus de femmes qui postulent. Voilà, je crois que le pourcentage augmente petit à petit année après année. Oui, c'est comme dans beaucoup de secteurs scientifiques, techniques, opérationnels. Il y a de plus en plus de femmes, et tant mieux. Et il faudrait qu'on arrive à la parité. Elle n'est pas forcée. Donc là, on a une progression nette. Mais est-ce que ça se verra dans la parité des sélections? Ça, on va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, on est pratiquement il y a eu une sélection où ils étaient à parité. Et donc, on peut considérer que d'ici 10, 20 ans, on devrait être à parité si les femmes ne se censurent pas plus que les hommes. Est-ce que vous avez en tête là, quelques noms de Françaises, Français qui pourraient peut-être faire partie des prochains sélectionnés? Il y en a beaucoup? Non, moi j'en connais pas, mais je les connais pas. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui en ce moment est en train de. Oui, Rémi à côté, peut-être qui était avec nous en début d'heure et qui va nous rejoindre dans quelques minutes. On a encore une minute et demie à passer ensemble. Donc on a bien compris que l'entraînement est un vaste sujet, qui dure très longtemps. Et Thomas Pesquet expliquait qu'on sait à quel moment c'est dur, notamment dans la préparation. Oui, vous savez que l'entraînement en fait peut être plus court de quelques semaines si on veut absolument faire monter quelqu'un dans la station, le faire redescendre. S'il s'agit que de la question du véhicule spatial pour monter, s'il ne pilote pas, s'il n'a pas de rôle opérationnel, ça peut être de quelques semaines éventuellement. Par exemple, une situation d'urgence, on doit envoyer quelqu'un en renfort dans l'ISS. Oui, mais à ce moment-là, on enverra un astronaute professionnel. Ce serait plutôt le cas où on a des astronautes qui sont préparés en quelques semaines pour pouvoir faire un vol. C'est possible. La seule question qui se pose, c'est que si tout fonctionne bien, c'est très facile d'aller dans l'espace et d'y revenir si on n'est pas malade, si on est mais par contre, avec la technologie qu'on a actuellement, avec la technologie, c'est facile. Sauf qu'il peut y avoir des situations difficiles. Et c'est dans ces cas de situations difficiles qu'on entraîne en fait les astronautes. Et il peut y avoir quelqu'un qui devient un vrai boulet ou qui pose des problèmes dans les vols. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça que les entraînements sont d'au moins de quelques mois minimum pour les astronautes qui ne sont pas professionnels. Philippe Drono, merci beaucoup d'être revenu à notre micro parce que vous étiez déjà là ce matin pour la première émission sur la planète Mars. Vous allez céder votre place à Rémi Canton qui va revenir s'installer à nos côtés puisqu'on va maintenant entamer vraiment la toute dernière ligne droite de cette émission. Donc Nicolas Berton qui reste avec plaisir à nos côtés, Rémi Canton qui revient parce qu'on va évoquer dans un très court instant, on sera de nouveau en direct à la radio et on va reparler des missions Artemis. C'est vrai qu'à plusieurs reprises on a prononcé ce nom Artemis durant cette émission. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Très concrètement, cela se traduit par le retour en fait des humains sur la Lune, des vols habités. Et donc dans une trentaine de secondes maintenant, nous serons de nouveau en direct à la radio. Et puis pour vous qui nous suivez sur Facebook Live, restez avec nous parce que après avoir parlé des astronautes jusqu'à 17h, on enchaînera avec une émission sans doute passionnante pendant l'heure suivante consacrée au télescope spatial James Webb. Ça fait l'actualité depuis hier soir, ce matin. Vous en avez forcément entendu parler aux infos, sur les réseaux sociaux, vu la première image. Et donc on s'intéressera de nouveau à ce télescope et à tout ce qu'il nous promet. Donc on va passer à la radio, dans quelques instants. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Direction la Lune parce que dans quelques années, on le sait désormais, une femme et un homme reposeront le pied tout simplement sur la Lune, comme cela a été le cas il y a déjà très longtemps. À mes côtés, Nicolas Berton, Rémi Canton qui est avec nous déjà en début d'heure, Rémi du Centre national d'études spatiales. Donc on va parler du programme Artemis qui en fait se traduit par le retour des humains sur la Lune, c'est ça ?
Oui, c'est un peu Apollo sous stéroïde. Hein. On revient après avoir tourné autour de la Terre pendant longtemps. On continue, le besoin scientifique est toujours là, mais le besoin d'exploration, là, sous l'impulsion des Américains, revient. Donc il y a un programme ambitieux de retour des hommes sur la Lune avec un grand H, parce que là justement le but c'est d'abord de mettre une femme, la première femme sur la Lune, une américaine, et dans laquelle l'Europe aura aussi une part non négligeable. Alors Nicolas, pourquoi faire? Parce qu'on y est déjà allé sur la Lune. Alors il s'agissait d'hommes, là on a bien compris, une femme va également y aller, mais quel est le but derrière tout ça? Alors, ce matin on parlait de difficultés croissantes quand on parlait d'aller sur Mars. C'est un peu cette idée-là, au lieu de sauter directement l'escalier, on va essayer de les faire marche par marche. Et c'est vraiment comme ça que c'est présenté. On parle d'un Lunar Gateway, c'est-à-dire qu'il va y avoir une station orbitale, donc une station spatiale autour de la Lune, qui va être notre porte vers le plus lointain. Et donc c'est un peu cette idée-là. On le voit d'abord comme un terrain d'entraînement, la Lune. C'est quelque chose qui est à 3 jours, qui n'est, selon les astronautes, pas très long comme trajet. Et puis l'idée c'est d'y rester pendant plusieurs jours et pas plusieurs heures comme l'ont vécu les astronautes de la mission Apollo. Oui, c'est vrai qu'il y a dans les années 60-70, c'était vraiment l'objectif principal, hein, c'était de planter un drapeau. La science était quand même vraiment accessoire finalement. Là, on inverse un petit peu. Alors, on sait que Mars, c'est malheureusement encore trop loin, il y a encore trop d'obstacles. Donc, comme terrain d'entraînement, voilà, c'est un bon compromis. C'est pas trop loin, c'est quand même beaucoup plus challenging, pour faire un anglicisme, que tourner autour de la Terre. On va se mettre un peu plus en situation. Et voilà, donc on prépare l'après. Il y a un peu plus de science qu'avant. On va être opportuniste là-dessus. Et le programme Artemis va démarrer dans les toutes prochaines semaines avec Artemis 1, c'est ça? Ben oui, le lanceur est déjà sur le pas de tir depuis quelques semaines ou quelques mois même, pour faire ce qu'on appelle une répétition générale. Mais donc pendant dans les mois qui viennent, la première mission non habitée va donc décoller. L'idée c'est quoi? C'est d'envoyer Ouais, donc c'est progressif, c'est d'envoyer une capsule inhabitée autour de la Lune, pour tester que tous les systèmes vont bien. C'est un nouveau lanceur, hein, donc on fait quand même les choses bien. C'est quand même vraiment la grande transition par rapport aux missions Apollo, c'était que chaque mission Apollo avait besoin d'un humain sur place. Là, la technologie nous permet d'avoir des missions automatiques. C'est là où on parlait avec Philippe tout à l'heure du fait que l'astronaute n'a plus vraiment le même rôle parce que la technologie prend la place. On va vraiment travailler avec la robotique, l'informatique qui va remplacer une grande partie des compétences de l'homme. Et donc ce grand 8, là, c'est-à-dire c'est ça, il va faire un tour de la Lune et revenir, va être fait de manière automatique. Il faut s'imaginer que c'est des choses qui sont extraordinaires. Ça fait un peu la voiture autonome chez nous, mais en version XXL. Et donc voilà. Voilà, et puis on va enchaîner après vers une première mission habitée qui de nouveau tournera autour de la Lune, fera le même grand 8 mais habité. Et la troisième mission posera donc au moins une femme, une américaine sur la Lune. Et voilà. Et à partir de là, effectivement, la station Gateway dont on parlait, ça va être notre nouvelle ISS. Enfin, l'ISS va sûrement continuer, mais ça permettra de descendre l'escalier ou l'ascenseur. Hein, on s'en figure évidemment. C'est pas comme ça qu'on va descendre pour aller sur la Lune, pour faire des allers-retours, pour y rester un peu plus longtemps, avant qu'on ait éventuellement une base permanente. Messieurs, on va poursuivre cet échange qui est passionnant sur le retour des humains sur la Lune. On va le poursuivre sur les réseaux sociaux du 107.7 en Facebook Live. Pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, on va le temps de quelques minutes marquer une pause. On se retrouvera très vite pour dans un deuxième temps aborder le super télescope spatial James Webb. Ce sera juste après 17h. On se dit à tout de suite. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Donc on poursuit justement sur ces missions Artemis. Nicolas, allez-y. Alors justement, comme on est sur Facebook et qu'on a l'image, je trouvais ça super intéressant de pouvoir se retourner derrière nous parce qu'on a 3 belles machines qui nous représentent l'histoire et l'évolution du spatial. Vous avez Soyouz, donc ça c'est les premiers vaisseaux qui feront les allers-retours depuis jusqu'à on va dire la périphérie de la Terre à 400 km au-dessus de nos têtes. Alors vous voyez peut-être pas derrière, mais on a le vaisseau Apollo qui est du coup le premier vaisseau. Ça fait vraiment old school quand on le voit. C'est le premier vaisseau qui est sur la Lune. Vous imaginez qu'on va pas renvoyer un vaisseau de cette manière-là. Disons que ça va être un autre type de vaisseau qui va être envoyé. On parle souvent auprès des visiteurs que les moyens technologiques de calcul de ce vaisseau-là étaient moins puissants que ce qu'on a dans nos portables actuellement. Donc vous imaginez que le vaisseau actuel sur lequel travaille l'ESA notamment va être beaucoup plus puissant technologiquement. Et dernière image que je trouvais intéressant, tout au fond on voit bien Ariane. Le Space Launch System, c'est-à-dire la fusée qui va lancer ces missions-là, elle va être 2 fois plus grande que celle que nous avons derrière nous. Et ça, c'est une belle image qui est déjà immense et qui fait plus de 50 mètres. Qui fait déjà plus de 50 mètres. Donc on va être sur 110 mètres. C'est la plus grosse fusée jamais construite. Donc moi, je suis encore beaucoup dans ce côté émouvant où j'espère qu'on va être un peu comme il y a plus de 50 ans autour de cet événement où c'est encore une première qu'on va réaliser. Est-ce que tout le monde sera devant son écran comme on l'était à l'époque ?
Alors, j'espère. messieurs, le programme Artemis, on a une véritable collaboration internationale. En première ligne, les États-Unis, également le Canada, le Japon, et puis l'ESA, l'Agence spatiale européenne, donc la France, qui prend toute sa part finalement dans ce projet. Oui, alors l'objectif, c'est d'avoir une part un peu plus importante que celle qu'on a dans l'ISS. Dans l'ISS, on a l'habitude de dire qu'on a à peu près 8% de la copropriété, qui est proportionnelle au budget que chaque État met. Dans la partie Gateway, il n'y a plus les Russes. C'est toujours drivé par les Américains. C'est sûr qu'ils sont moteurs. Il y a une volonté, quand même, il faut le reconnaître, plus politique quand même que scientifique au départ. Mais comme je le disais tout à l'heure, on va être opportuniste et faire de la science. Et donc voilà, l'Europe, à travers... si on a pu négocier trois vols habités, j'allais dire au moins, parce qu'on verra le après, mais sur les vols 4, 5, 6, c'est que voilà, on a le module de service, le iHub, toutes ces choses-là qui font qu'on a une contribution plus importante qui nous permet d'avoir une représentativité plus importante que sur l'ISS. On parlait de ce matin des spécificités dans lesquelles l'ESA est présente, c'est-à-dire qu'on est expert dans des domaines de pointe. Voilà, on avait Supercam pour l'exploration martienne. Et là, le module de service, c'est qu'on nous fait confiance sur ce type de construction-là qui est en train de développer dans les entreprises, dans les industries françaises notamment. Et donc voilà, c'est cette expertise que la NASA va chercher pour travailler. Et c'est le fruit, c'est vrai, d'une collaboration historique entre l'Europe et les États-Unis, et le fait d'avoir prouvé, alors, mais par plein de niveaux, on n'a pas parlé des rovers martiens, mais il y a quand même une expertise européenne et française notamment qui est reconnue. Voilà, pour faire partie de ce club très fermé, il fallait avoir fait ses preuves. On aurait pu nous dire, continuez à jouer dans votre coin, c'est pas le cas. On vient et avec une part importante. Alors il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé quand on évoque le retour des humains sur la Lune. Donc on pense aux astronautes, bien sûr, aux objectifs scientifiques derrière tout cela. Il y a également le volet commercialisation qui pourrait intervenir. Comment vous réagissez par rapport à ça, vous Rémi du Centre national d'études spatiales ? Alors nous, ce qui est important, si on parle surtout de l'ISS au départ, là, quand même de la privatisation du moins partielle de l'ISS, si je suis cohérent avec ce que j'ai dit au début, nous on est là pour servir des objectifs scientifiques. Jusqu'à preuve du contraire, les scientifiques nous ont pas dit on a tout observé, c'est fini, on arrête. Et donc eux continuent à être en impesanteur, ça les intéresse, et donc tourner autour de la Terre, ça reste toujours le moins compliqué que par rapport à tourner autour de la Lune. Donc l'ISS en tant que laboratoire en impesanteur, son besoin est toujours très présent. Donc par contre, c'est les financements publics qui ont envie qui mettent le curseur un petit peu vers l'exploration. Donc là, ce partenariat semi-privé, semi-public est important pour maintenir quand même la science. Les agences vont se porter garantes. Ça ne va pas devenir un hôtel ou il y aura des garde-fous pour milliardaires. Voilà, les agences se veulent garde-fous en disant c'est un laboratoire scientifique. Si après il y a des laboratoires scientifiques qui veulent aller faire des médicaments, que sais-je, etc., de la recherche, nous on sera là derrière pour les soutenir, mais en ayant les financements privés. Et ensuite pour le privé, je vais laisser Nicolas rebondir, le secteur privé, là, notamment dans les lanceurs, il a donné quand même un bon coup de boost technologique. Bon, après il ne faut pas oublier quand même que tous les contrats SpaceX, etc., c'est quand même de l'argent public au départ. On dit que c'est de l'argent privé, c'est surtout une démarche privée, une volonté privée, mais c'est des contrats de la NASA qui ont été financés, et Boeing d'ailleurs aussi. Donc ça a donné quand même un coup de pied dans la fourmilière, c'est ça qui est très important. Donc ça va réduire les coûts et ça va nous permettre de faire une exploration où le privé aura une part un peu plus importante. Effectivement, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que le spatial représente en fait finalement très peu de l'économie actuelle dans les différents États membres de l'Europe et américains et d'autres agences. Et donc effectivement, ça reste quand même une des sciences où il faut mettre de la ressource. Et donc on va essayer de jouer entre ce qui peut être intéressant, qui n'intéresse pas les scientifiques, mais qui peut intéresser le secteur public, et pour pouvoir pousser un peu, d'ailleurs comme dans pas mal d'autres domaines, pour pouvoir pousser la science et lui permettre d'avancer. Donc c'est des compromis qu'on fait, comme dans pas mal d'autres domaines. Et c'est vraiment intéressant ce domaine coup de pied, cet aspect coup de pied dans la fourmilière, parce que sans être à l'époque, les compétitions entre pays étaient limite politiques. Là, on reste dans de la compétition. J'aimerais dire plus saine, parce que c'est plutôt de la compétition qui incite, qui tire les gens vers le haut, plutôt que ramener les gens vers le bas. Ça tire les gens vers le haut. Après, voilà, les garde-fous sont des choses qu'il va falloir voir évoluer, qu'on verra évoluer, je pense, dans les prochaines années. Donc on en reparlera l'année prochaine. Hein. Rendez-vous est pris. Voilà, c'est ça. Messieurs, merci beaucoup. Il est 17h, donc on est pile à la mi-temps de notre émission spéciale que nous vous proposons en Facebook Live et à la radio sur Radio Vinci Autoroute. On va entamer notre 3e heure d'émission consacrée au télescope spatial James Webb. Juste avant d'en parler, on va retrouver Jean-Baptiste Desbois, qui est le directeur général de la Cité de l'Espace et qui va venir s'installer, je vous en prie. Rémi Canton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci durant merci toute cette heure et de nous avoir apporté votre expertise
du Centre national d'études spatiales, vous qui avez notamment dirigé la mission Alpha de Thomas Pesquet. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Et puis voilà, je garde mon fil reste rouge, avec vous, Nicolas. avec plaisir. Installez-vous, Jean-Baptiste Desbois, donc, qui nous accueille ici, rappelons-le, avec une première heure d'émission ce matin entre 11h et midi, une seconde entre 16h et 17h, et donc on entame la troisième heure. Notre marathon se poursuit. Jean-Baptiste Desbois, j'imagine, parce que ça va être le thème de la suite de cette émission spéciale, que vous aussi, vous êtes très impatient de voir les nouvelles images de ce super télescope James Webb, et du coup, il y a eu toute une effervescence aujourd'hui à la Cité de l'Espace. Oui, absolument, oui. On est extrêmement impatients. Les visiteurs sont très impatients depuis plusieurs jours, d'ailleurs, en l'occurrence. Hein. Et ils nous appellent, ils nous disent, alors, est-ce que vous faites quelque chose? Vous les suivez bien? Mais bien sûr que l'on suit ça auprès des visiteurs. Nous avons aménagé une zone totalement dédiée au James Webb pour expliquer les miroirs, pour expliquer les instruments, pour expliquer la recherche qui va être faite, de quoi il s'agit, et puis montrer des images. C'est de la beauté, d'abord. On n'a pas besoin d'être astrophysicien, que les astrophysiciens me pardonnent, d'ailleurs, à ceux qui m'écoutent, là, mais pour avoir envie de voir ces images-là, c'est déjà un premier pas vers la science, d'avoir envie de comprendre cet univers qui nous entoure, et c'est d'abord extrêmement beau, effectivement. Quand on est passionné, comme vous l'êtes, c'est une journée importante. Bah oui, d'autant que la NASA joue un peu avec nos nerfs, mais quelque part, je le comprends un peu, parce que c'est quand même une journée historique. Alors les mots sont parfois un peu galvaudés, mais quand même, déjà, moi j'ai été extrêmement ému par l'image d'hier, parce que l'image d'hier, c'était un clin d'œil à l'image de ciel profond de Hubble en 1995. Et là, on a cette image-là magnifiée, mais sans doute, alors les astrophysiciens les diraient beaucoup mieux que moi, mais certainement 10 fois supérieure à ce que Hubble avait fait en 1995. C'est un clin d'œil extraordinaire. Et la NASA prend son temps. Là, on a encore le dévoilement que d'une image. On espère avoir les 4 ou 5 images à Apparemment, je suivre. viens d'entendre que la deuxième vient juste d'être lancée. J'ai très le live bien. en même temps, c'est pour ça que je Ah, regarde vous à avez droite le à live en chaque même temps. fois. Très Nicolas, bien. vous êtes détaché pour surveiller Voilà, ça tout à de très fait. près. Donc, Et d'ailleurs, l'image qui a été publiée tard hier soir est commentée par le président des États-Unis, C'est Joe une Biden. nébuleuse, Vous tout à avez fait, l'occasion c'est de la voir en ce moment, vous qui nous suivez en Facebook Live, et on va avoir tout plein d'experts là qui vont se suivre durant cette heure pour nous donner leurs impressions sur ces premières images qui arrivent. Alors, on va faire une petite parenthèse dans cette heure James Webb. Jean-Baptiste Desbois, je profite de vous avoir à mes côtés. Donc bien sûr, l'événement, c'est cette animation-là que vous proposez. Et puis le retour dans 48 heures maintenant des Nocturnes de la Cité. Et c'est particulier pour nous parce que le 107.7 est partenaire depuis de longues années déjà de cet événement dont le succès ne se dément pas. Oui, absolument. C'est un vrai plaisir déjà que vous soyez partenaire de ces Nocturnes. Alors, ce qu'on a voulu faire avec ces Nocturnes, c'est d'une part ouvrir la Cité de l'Espace, mais tard le soir, parce que donc jusqu'à 23h, donc on ouvre comme le matin comme d'habitude à 10h, mais on peut aller jusqu'à 23h, et donc ça laisse beaucoup plus de temps pour je veux dire, goûter un petit peu, partager la Cité de l'Espace, ses contenus, son atmosphère. Et puis, le soir, c'est un petit peu différent, parce qu'en plus, on densifie avec des collègues amateurs d'astronomie qui viennent avec leurs instruments, et donc on prend le temps de vivre un peu ce ciel qui nous entoure, cet univers qui nous entoure. Et puis, comme on est souvent en vacances, le temps s'allonge un petit peu, on peut venir un peu plus tard le matin parce qu'on sait qu'on pourra rester plus tard le soir. C'est vraiment un moment très sympa. Et en plus, on le termine, notamment, il y a aussi des animations musicales, des choses comme ça là, mais on le termine notamment aussi avec un spectacle sur la fusée Ariane. Et là, je n'en dirai pas plus, mais un spectacle inédit. Mais Ariane est quand même toujours là le lendemain matin pour les suivants. Mais voilà, c'est un spectacle qui décoiffe, qui est très sympa. Ouais, avec les yeux là, c'est difficile de le décrire. Et justement, Nicolas, vous qui êtes au contact du public, c'est un moment très attendu. On a des personnes qui chaque année cochent justement les jeudis ou les mardis du mois d'août où ils peuvent venir spécialement pour juillet et août, donc oui. Voilà, pour jouer les prolongations. C'est comme la nuit des étoiles, vous devez connaître le terme. Je pense qu'à Toulouse, les jeudis de la Cité de l'Espace sont aussi enregistrés comme ça, comme des moments où on peut prendre le temps, effectivement. En fait, on a tous cette image en tête quand même l'été. C'est des moments où on peut s'allonger dans l'herbe et regarder le ciel et se poser et mettre la tête un peu ailleurs du quotidien. Et je trouve que c'est un peu ça que nous permet ces moments d'observation de l'univers, c'est prendre du recul. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement envahissant, on va dire, quand on le regarde autour de nous, que ça nous permet de prendre du recul, de s'arrêter un peu quelques secondes. Et je trouve que moi, c'est une des
un des aspects des sciences spatiales que je préfère partager, car c'est celui que je peux donner aux visiteurs à emporter chez lui. C'est-à-dire que tous les soirs, avec n'importe quel œil, on peut observer la Lune. Tous les soirs, on peut voir à l'œil nu parfois Mars. Et on peut comprendre comment fonctionne une lunette astronomique. Le James Webb Space Telescope a l'air très compliqué comme ça. On peut le décomposer très facilement grâce à une lunette d'observation qu'on a tous les jours. Parce que le premier instrument pour regarder le ciel, ce sont d'abord les yeux. Tout simplement avoir envie, être curieux, avoir envie de lever le nez vers le ciel. Et puis ici, on donne un peu les clés de la compréhension, de décryptage. Puis ensuite, on a envie de s'acheter une lunette ou des jumelles ou autre chose. Mais oui, il y a plein de choses que l'on peut faire au niveau du ciel. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a évidemment pas d'âge. Non, effectivement. Ouais. Pas d'âge. Rien qu'une, même une mauvaise vue, la lumière, elle vient dans la pupille. Donc simplement, un télescope, c'est quoi ? Que ce soit le télescope spatial ici, un télescope qu'on achète dans le commerce ou autre, simplement c'est un aspirateur à lumière, c'est un grand filet à papillon à lumière en fait. Et donc la pupille déjà, c'est un début de captation de lumière, la preuve. Voilà, on voit. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desbois. On va poursuivre cette émission spéciale. En tout cas, c'était important pour nous de vous avoir pour marquer le coup, parce qu'effectivement, vous nous accueillez ici à la Cité de l'Espace de Toulouse. Et on va, dans un peu plus d'une minute maintenant, poursuivre cette émission et s'intéresser tout particulièrement à ce télescope James Webb avec un nouvel invité que j'invite à venir s'installer. Donc à Arnaud Boutonnet, qui travaille pour le Centre des opérations spatiales qui est analyste au Centre des opérations spatiales de l'Agence spatiale européenne et qui va prendre votre place, Monsieur Desbois. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette présence à nos côtés, puis de nous accueillir ici dans les jardins de la Cité de l'Espace où nous n'avons pas froid aujourd'hui. Voilà, vous avez commandé le beau temps. Effectivement. Donc il est de la partie. Donc Arnaud Boutonnet qui nous rejoint. 17h et tout juste 7 minutes, ce qui veut dire que dans un peu plus, dans une minute tout pile maintenant, nous serons à la fois en direct sur Facebook Live. Ça ne s'arrête pas jusqu'à 18h. Si vous nous rejoignez, vous avez un petit peu de temps, je vous invite à rester avec nous. Et puis de toute façon, si vous prenez l'émission en cours, vous pourrez la retrouver depuis le début et ce dès 18h. L'intégralité de l'émission sera disponible en replay sur la page Facebook du 107.7 et je vous invite à la partager avec vos connaissances parce que les sujets sont passionnants. On a parlé des astronautes pendant 1 heure avec notamment Rémi Canton du Centre National d'Études Spatiales et puis là on va poursuivre avec le télescope James Webb. On n'arrête pas de prononcer James Webb. C'est qui James Webb? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert James Webb et surtout le télescope depuis hier soir et depuis la première photo qui a été publiée par la NASA. On se retrouve dans quelques instants en direct sur le 107.7 et en Facebook Live pour parler de ce grand télescope avec Arnaud Boutonnet qui vient de nous rejoindre et puis vous restez bien sûr avec nous. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est l'actualité du jour. Le télescope spatial James Webb est en train de publier ses premières images. Il y a eu un avant-goût hier soir, tard dans la soirée, pour celles et ceux qui ont veillé. Et puis là, ça commence à arriver pour les clichés qui étaient attendus cet après-midi. Pour en parler, deux invités à mes côtés. Nicolas Berton, fil rouge de cette émission spéciale que nous proposons aujourd'hui. Vous restez à nos côtés, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace. Et puis Arnaud Boutonnet de l'Agence spatiale européenne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous rejoignez pour évoquer pendant quelques minutes ce grand télescope. Alors, avant de revenir sur ces premières images dans un second temps, d'abord parlez-nous de lui. En quoi est-il si particulier, si unique ? Il est extrêmement ambitieux en termes de dimension. On parle quand même d'un télescope infrarouge dont le miroir fait 6,50 m, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel et ce qui justifie un déploiement très complexe qu'on a pu voir. On parle du plus complexe et du plus puissant jamais construit, c'est vraiment ça ? Tout à fait. Si on compare, on va dire, son prédécesseur dans le domaine de l'infrarouge, qui était l'américain Spitzer, le diamètre du miroir faisait 85 cm. Donc là, on est dans une autre galaxie. Une autre dimension. Une autre dimension. Et donc, il a été envoyé dans l'espace le 25 décembre dernier. Ouais. Il commence tout juste à publier ses images. Et j'aimerais que vous nous parliez de l'endroit où il est positionné. Il est en orbite autour de L2. Ça veut dire quoi ? L2, c'est petit nom pour le point de Lagrange numéro 2. Il y a 5 points de Lagrange qui sont dans le système Terre-Soleil. L'avantage de ce point de Lagrange L2, c'est que c'est un point qui tourne avec la Terre, ce qui permet que si vous mettez on va dire un bouclier thermique, ce qui est le cas de James Webb, dans votre dos,
vous n'êtes jamais, vous êtes à l'ombre du Soleil et de la Terre en permanence. Il est à l'opposé du Soleil. Il est, si vous prenez la Terre, le Soleil, il est aligné à l'opposé, exactement, de l'autre côté, à 1,5 million de kilomètres. Et le fait qu'il ait ce bouclier et qu'il reste à ce point-là, en permanence, ça permet d'avoir une différence de température entre le côté jour et le côté nuit de 300 degrés. Donc c'est la raison majeure pour laquelle on arrive à travailler aussi bien dans l'infrarouge avec ce télescope. Et alors il y a eu une première prouesse, c'est-à-dire que lorsqu'il a été envoyé, placé en orbite, quand il est parti de Kourou en Guyane, il n'était pas déployé. Ce n'est qu'une fois arrivé dans l'espace qu'il a commencé à se déployer, et là c'était un moment crucial. En anglais on appelle ça des single point failures, c'est-à-dire des points où si ça ne marche pas, la mission est perdue. Et alors sur cette mission, il y en a une quantité incalculable, parce que c'est un véritable origami. Ce satellite, comparé à tout ce qui s'est fait avant, il y a tellement de parties du satellite à déployer que n'importe laquelle aurait pu ne pas marcher. Donc pendant quelques jours, même semaines, ça a été très compliqué. Il y en a un certain nombre de personnes qui ont dû beaucoup transpirer. Rassurez-nous, là, tout va bien. Tout va extrêmement bien. Tout s'est passé exactement comme prévu. On peut préciser la performance d'Ariane 5 qui a été vraiment très précise et qui permet dès aujourd'hui de dire qu'on pourra étendre les opérations de 10 ans. Donc on sait d'ores et déjà qu'on va pouvoir en profiter plus longtemps que prévu au départ. Exactement. Parce que le lanceur européen, Cocorico, français aussi, a été aussi précis. Merci à Arnaud Boutonnet. Alors vous restez avec nous, on va poursuivre cet échange en Facebook Live pour celles et ceux qui peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux du 107.7. Si vous êtes à la radio, pas de panique, on va revenir vous parler dans quelques minutes et on s'intéressera tout particulièrement à la première image de ce télescope qui a été dévoilée il y a quelques heures. Je vous donne rendez-vous dans une poignée de minutes. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct De la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors Arnaud Boutonnet, parlez-nous de la préparation de ce télescope. C'est-à-dire que maintenant il commence à fonctionner pleinement, il envoie ses premières photos, mais il faut remonter de longues années en arrière pour déjà l'imaginer, le concevoir. Tout cela a nécessité beaucoup de travail en amont. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que quand on lance un télescope de cette taille-là, en général, on pense tout de suite au successeur. Et quand Hubble est parti, on était déjà en train de réfléchir à James Webb. Donc on est en train de parler du début des années 90. Et donc on a une gestation qui est entre les premiers travaux et le lancement qui est de 30 ans. Ce qui est énorme. Ce qui est rare, très rare dans le domaine spatial. Un aspect qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, l'un des piliers scientifiques du télescope, ce sont les exoplanètes, les études des exoplanètes. Il faut quand même se rendre compte que quand le projet a démarré, on n'avait même pas encore découvert la première exoplanète. Donc c'est vraiment des échelles de temps très très longues. Donc effectivement, ça a pris énormément de temps, aussi parce que c'est, comme on le mentionnait tout à l'heure, un satellite extrêmement complexe en termes de dimensionnement. On arrive dans des dimensions de miroirs qui sont telles que pour arriver à le déployer dans l'espace, il faut requérir des technologies qui n'existent pas et qu'il faut inventer de toutes pièces. Et il faut s'imaginer que tout ça doit être construit aussi de manière la plus, j'ai envie de dire clean, mais alors la plus propre possible, on va dire. Alors il y avait beaucoup d'images de la NASA qui présentaient les étapes de construction du James Webb. Vous voyez les hommes en blanc, les techniciens dans les chambres, dans les salles blanches. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'effectivement, on a 8 mètres de miroir et on s'imagine aucune poussière dessus, normalement. Car la moindre poussière, à des observations à des milliards d'années-lumière, pourrait interférer dans l'observation. Donc je trouve que c'est aussi une précision scientifique qu'on n'a jamais atteinte finalement avant. Et donc c'est ce détail-là qu'il faut préciser aussi. Et alors justement, sa conception, ça s'est passé où? Aux États-Unis? Avec qui? Alors le principe, c'est que la NASA, des fois pour certaines missions, ils font les sondes eux-mêmes. Dans ce cadre-là, c'était un industriel qui a été désigné, qui est Northrop Grumman. Et le développement s'est passé sous la supervision de Northrop Grumman. Et aussi, on a utilisé leur salle blanche.
Les instruments qui sont à bord, c'est une autre histoire, puisqu'ils sont fournis par aux États-Unis une université et après par les agences européennes et canadiennes. Alors ce projet est piloté par la NASA. Pour autant, on a tout plein d'astronomes de par le monde qui vont pouvoir en profiter, c'est ça ? Tout à fait, ce que fait la NASA en la majeure partie du temps, c'est public, donc, et ce sont des données qui vont être disponibles pour tous et analysées par tous. Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement le côté, on en parlait, multi-international des expériences et des instruments qui vont être posés à l'intérieur, car on a des instruments, encore une fois, on est très spécialisé dans certains domaines pour l'Europe, donc on a un instrument purement européen, je crois que c'est MIRI si je ne me trompe pas. 50% MIRI. Voilà, 50% MIRI. C'est NIRSPEC. Et NIRSPEC, voilà, qui est développé par l'ESA. Et ce que je trouve intéressant là pour le grand public, parce que autant ces instruments sont, on va dire, techniques à comprendre du premier coup, autant le chemin de l'image, que je trouve moi intéressant en tant que médiateur, est intéressant à voir. C'est un jeu de miroir à l'intérieur et qui va ensuite être analysé à travers un récepteur. Et je vous invite vraiment à aller voir les images que l'ESA et la NASA ont mis en place pour voir le chemin que la lumière fait à travers. Là aussi, c'est beau, la science, la technologie qu'on met en place. Vous faites bien de le dire, celles et ceux qui nous suivent actuellement en Facebook Live, si vous êtes peut-être tranquillement à la maison avec votre ordinateur, votre tablette, n'hésitez pas à ouvrir une nouvelle page, allez par exemple sur le compte Twitter de la NASA. Ah oui, alors là, le James Webb NASA Webb Telescope nous a déjà dévoilé la troisième image. On est à 3, d'accord. Voilà, donc c'est bien, c'est que c'est pendant cette émission que ces images arrivent, donc n'hésitez pas à vous rendre, et je les vois de loin, et effectivement elles ont l'air spectaculaires, et on va pouvoir en parler tout au long de cette émission. Mais en tout cas, la première image, ça a été une petite surprise, parce qu'au départ c'était attendu tout d'un coup pour cet après-midi, c'est ça Arnaud ? Oui. Et puis finalement hier on a su qu'il y aurait une première photo qui arriverait tard dans la soirée avec le président des États-Unis en personne. Tout à fait. Alors l'aspect positif, c'est de se dire que le président des États-Unis s'est déplacé pour la première image de James Webb, ce qui montre quand même qu'on parle d'un événement dans le milieu de l'astronomie qui est extrêmement important. Après, effectivement, on va dire que c'était comme un petit teaser pour finalement montrer en avance qu'est-ce qu'on allait obtenir, et l'image d'hier est spectaculaire en ce sens, et je pense que ça a donné envie à beaucoup de gens de venir voir les nouvelles aujourd'hui. Et juste avant que vous laissiez votre place à un nouvel expert qui va venir partager ses impressions avec nous, justement, quelles sont les vôtres ? Vous étiez devant votre écran hier soir ? Oui, tout à fait. J'ai regardé ça et je connaissais j'allais dire l'image originale, c'est-à-dire celle qui avait été publiée du temps de Hubble, qui était déjà très impressionnante, mais là on a vraiment la sensation de remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'on se rapproche beaucoup plus près du Big Bang et on voit des détails qu'on n'a simplement jamais vus. On voit les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang. On va voir quand on va pouvoir regarder un peu plus dans le détail les premières étoiles. Et quelque part, on touche à la création de l'univers. Donc c'est très excitant. Oui. On débute une aventure qui s'avère passionnante. Là, je pense que c'est un moment clé dans l'astronomie, oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est le lien entre, alors je vais pas dire l'art et la science, mais la beauté et la science, parce que du coup, on est émerveillé par l'image. Et moi, ce qui m'avait intéressé aussi, c'était le discours que nous apportait l'administrateur de la NASA sur ce que cette image pouvait apporter à des astronomes. Qui analysait notamment la lentille gravitationnelle qu'elle nous a permis d'observer, qu'on finalement on voyait plus loin encore que le premier plan de l'image grâce à cet effet d'optique. Donc moi je trouve aussi drôle le storytelling qu'il y a derrière une image, c'est-à-dire voilà, vous avez cette image comme quand on voit une peinture au Louvre et puis que derrière on vous explique ce qu'il y a derrière. Messieurs, on va s'interrompre quelques instants parce qu'on va bientôt se retrouver à nouveau en direct à la radio, et c'est Olivier Bernet, astrophysicien, qui va venir nous commenter cette première photo. Merci beaucoup Arnaud Boutonnet d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir pour déjà planter le décor. C'était important de savoir à qui on a affaire en fait avant de pouvoir développer ces premières images et puis ces missions. Donc voilà, je vous invite à revenir bientôt bien sûr sur le 107.7 quand nous reviendrons ici, parce que c'était passionnant de vous avoir à nos côtés. Puis c'est Olivier Bernet donc qui va s'installer à votre place et que nous retrouverons dans quelques instants, puisque le direct à la radio arrive dans une petite vingtaine de secondes. Donc si vous êtes en Facebook Live, vous restez branchés avec nous. Olivier Bernet s'installe et puis on garde Nicolas bien sûr, et on continue cette émission spéciale consacrée jusqu'à 18h au télescope James Webb et à ses toutes premières images.
La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct. De la Cité de l'Espace à Toulouse. Le hasard fait bien les choses. Quand nous avons programmé cette émission il y a plusieurs mois de cela, nous ne savions pas que les premières images du télescope spatial James Webb allaient être publiées aujourd'hui. Donc on profite de cet événement pour vous le faire vivre sur le 107.7. À mes côtés, Olivier Bernet, vous êtes astrophysicien à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Les premières images commencent à arriver. Il y en avait une dès hier soir. Est-ce que vous avez pu déjà les voir, les consulter ? Alors oui, j'en ai vu certaines. Et donc en particulier là, celles qui sont sorties là il y a quelques minutes, donc la nébuleuse de l'anneau austral et puis cette quintette de Stéphane qui est magnifique et évidemment les images que nous avons vues hier soir présentées par le président Joe Biden de ce qu'on appelle un champ profond donc avec James Webb. Ouais. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, est-ce que vous pouvez essayer d'imager un petit peu, de nous faire ressentir ce que l'on peut voir sur ces images? Oui, alors sur l'image de l'anneau austral, c'est représente un endroit qui est représentatif du Soleil tel qu'il va devenir dans quelques milliards d'années. Donc c'est la fin de vie d'une étoile, si vous voulez. Et donc à la fin de leur vie, les étoiles, elles expulsent toute leur enveloppe externe, une partie de leur matière vers le cosmos. Et cette matière qu'on peut appeler de la poussière d'étoiles, c'est un peu les cendres qui restent à la fin de la vie de ces étoiles, vont alimenter le milieu interstellaire des galaxies et créer de nouvelles étoiles, créer de nouvelles planètes. Hubert Reeves disait toujours « nous sommes poussière d'étoiles ». Et donc en effet, tous les éléments qui vous constituent, qui me constituent, ont à un moment été synthétisés dans des étoiles. Et ce qu'on voit sur cette image avec une netteté vraiment jamais atteinte, c'est exactement ça. C'est le moment où cette étoile, à la fin de sa vie, injecte dans le cosmos la poussière d'étoiles qu'elle a fabriquée. Alors j'ai une question et à la fois une affirmation, parce que je sais que ces images qu'on nous envoie, elles sont colorisées. Oui. Donc c'est pas la couleur naturelle de l'objet réel, c'est pour que nous on puisse l'admirer et comprendre peut-être les différents éléments. Qu'est-ce que nous apporte est-ce que c'est des différences de composition, des différences de concentration de matière, le fait que ce soit plutôt bleu, plutôt rouge? Oui, donc ce que font les personnes qui colorisent les images, c'est qu'elles utilisent donc différents filtres, et chaque filtre correspond à une couleur différente. Et donc là, alors sans connaître exactement la nature des filtres et de la manière dont ça a été colorisé, c'est difficile de reconstruire l'information physique qui est derrière, mais en général, ces couleurs sont liées par exemple à des températures du gaz. Donc là, le gaz que l'on voit sur ces images qui est à l'intérieur de la bulle, c'est du gaz qui est très chaud, voilà, à 10 000 degrés typiquement, ou même plusieurs dizaines de milliers de degrés. Donc c'est un gaz qui est chauffé par l'étoile qui est au milieu. Cette étoile au milieu, elle, la température à sa surface, c'est 100 000 degrés. Le Soleil, alors là, il nous chauffe bien déjà. On est à 6 000 degrés à la surface du Soleil. Donc vous imaginez une étoile qui fait 100 000 degrés à sa surface. Eh bien, elle, sur un espace qui est très très grand, qui est bien plus grand que le système solaire, elle va chauffer le gaz et créer cette immense bulle de gaz chaud. Olivier, vous restez avec nous. Nicolas, je vous garde également à mes côtés. On va s'interrompre là pour celles et ceux qui nous écoutent sur le 107.7, mais rassurez-vous, nous nous retrouverons dans quelques minutes. On reviendra sur les missions de ce télescope. Qu'attend-on de lui? On verra cela sur le 107.7 dans quelques minutes. Et puis si vous êtes avec nous en Facebook Live, on poursuit cet échange bien sûr. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct. De la Cité de l'Espace à Toulouse. Olivier, je lisais notamment sur les différentes communications de la NASA qui évoquaient vraiment l'image de l'univers la plus profonde jamais réalisée. C'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. Alors on sait d'ores et déjà que dans cette image du champ profond qui a été réalisé et dévoilé hier, qu'il y a les galaxies les plus lointaines qu'on a jamais observées. Donc on n'a pas encore les détails de leur composition, de leur nature, mais on sait qu'elles sont extrêmement lointaines de nous, et donc ça démontre qu'avec ce télescope, on va en effet pouvoir sonder les tréfonds de l'univers, les tout premiers instants de sa vie
dans des détails et puis avec je dirais une quantité d'informations qui sera très importante. Alors justement, comment est-ce possible, on est environ 14 milliards d'années après le Big Bang, de revenir seulement 400 millions d'années après, de revenir comme ça en arrière? Comment on y arrive à le faire? Eh ben ça c'est une chance. On a un univers qui a une topologie, c'est-à-dire une géométrie et une expansion qui fait que, en fait, si on regarde un objet, par exemple comme le Soleil, qui n'est pas très loin de nous, il est à 150 millions de kilomètres de nous, la lumière met environ 8 minutes à nous parvenir depuis le Soleil. Donc ça veut dire qu'on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Si vous prenez ces galaxies qui sont à des distances de nous de plusieurs dizaines de milliards d'années-lumière, eh bien ça veut dire justement qu'on les voit telles qu'elles étaient il y a plus de 10 milliards d'années-lumière. Et donc ça montre qu'on peut en effet regarder dans le passé dans notre univers, regarder loin, c'est regarder dans le passé dans notre univers. Donc James Webb, c'est une machine à remonter dans le temps. Ce qui, de votre casquette d'astrophysicien, doit être passionnant de pouvoir comme ça revenir aussi loin en arrière. Alors c'est passionnant parce que l'univers est très vaste et donc on peut regarder en plus à différentes époques. Donc on peut faire toute cette archéologie de l'univers. Ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait fascinant. Et puis on peut aussi par analogie faire ce travail, c'est-à-dire on peut par exemple aller regarder des nébuleuses comme la nébuleuse de la Carène, dont on va avoir des images normalement bientôt. C'est une pouponnière d'étoiles. Ça veut dire que c'est un environnement où sont en train de se former des étoiles et des planètes actuellement. Voilà, ça y est, je crois qu'on a les premières images. Et donc, qui par analogie, en fait, nous permettent de comprendre aussi comment s'est formé notre système solaire, notre Soleil. Voilà, et c'est aussi une manière de remonter dans le temps grâce à ces images. Ce qui peut donc nous en apprendre énormément, en fait. On va découvrir des choses que nous n'imaginions pas jusque-là. Oui, moi c'est un de mes objectifs. Souvent on me dit mais qu'est-ce que vous attendez avec James Webb? Alors je réponds un peu par cette pirouette qui est de dire j'attends l'inattendu, j'attends des surprises. En science on appelle ça la sérendipité, c'est-à-dire le fait de découvrir des choses un peu par inadvertance ou par erreur ou sans s'y attendre. Tout à fait. Et donc ça c'est quelque chose, donc j'attends beaucoup de la sérendipité avec cette mission. Et Nicolas, ici à la Cité de l'Espace, les images, on peut les découvrir en ce moment, c'est ça? Tout à fait, tout a été prévu pour qu'elles soient projetées au public. Exactement, on essaye, comme on disait, de vivre le moment avec le public. Donc c'est toujours le jeu d'équilibriste de savoir ce qui va être diffusé sans vraiment savoir ce qui va être diffusé en live. Donc là, on sait qu'il y avait les 5 images, donc on pouvait être sûr de projeter quelque chose aujourd'hui grâce à la NASA. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que nous, on a beaucoup parlé de Hubble ici, c'était quand même quelque chose qui a bouger les publics. On a des télescopes qui ont à la Cité de l'Espace qu'on essaie d'avoir à taille réelle, et donc on essaie toujours de montrer la taille de ces objets par rapport aux objets d'observation sur Terre. Et donc ce à quoi sert ce moment-là d'actualité, c'est aussi de montrer, de donner comparaison de ce télescope par rapport aux outils que nous on a l'habitude d'utiliser pour dire voilà que ça fonctionne comment, quel est le jeu de miroir, et de donner des comparaisons. Je trouvais ça très drôle. La NASA nous aide beaucoup là-dessus, parce que je ne savais pas, le James Webb observe l'équivalent d'un grain de sable du ciel observable chez nous. Donc c'est-à-dire que cette image gigantesque qui fait plusieurs millions de pixels, qu'on pourrait afficher dans notre mur, ne représente qu'un pixel de notre ciel à nous. Donc c'est se dire, encore une fois, c'est donner des images pour représenter l'immensité de l'univers. On est encore toujours très petit. Nicolas, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Olivier, on va vous retrouver dans quelques minutes pour continuer à parler de ce formidable télescope. Alors, vous parliez d'outils à taille réelle. On va justement s'intéresser là, l'espace de quelques minutes au cratère martien. C'est une toute nouvelle animation qui est proposée ici à la Cité de l'Espace. Et hier, j'ai eu l'occasion d'aller faire la connaissance de Persévérance, de Zhurong. Voilà, ces deux robots qui sont présentés ici en taille réelle à la Cité de l'Espace. Et je vous propose de regarder ça. Et puis, on se retrouve juste après pour continuer cette émission spéciale jusqu'à 18h sur le télescope James Webb. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Je me trouve ici sur le terrain martien qui se trouve à la Cité de l'Espace, qui a été ouvert il y a quelques mois de cela. Et pour parler des animations qui y sont proposées, et notamment des robots que l'on peut voir, Hugo est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors Hugo, il y a deux robots qui sont visibles ici et qui sont aussi sur Mars. Comment c'est possible ? Alors ça, ce sont les maquettes, bien entendu. Les vrais sont sur Mars en ce moment même, mais ce sont des maquettes à taille réelle.
des maquettes à taille réelle qui vont pouvoir aussi bouger de la même manière que les rovers sur Mars. Alors par exemple, Zhurong va pouvoir se déplacer. Donc on fait les présentations. Zhurong, le chinois. Alors voilà, oui, Zhurong, c'est le rover chinois, c'est le rover le plus récent. Il est arrivé en mai 2021 et c'est le seul rover chinois. Car les 6 autres rovers en ce moment sur Mars sont américains, comme ici le plus récent qui s'appelle Perseverance. Et lui, il est totalement américain et vous le voyez ici à taille réelle. Et Perseverance qui offre un peu plus de possibilités que Zhurong, c'est ça ? Plus de possibilités, puisque là c'était plus une démonstration comme quoi ils sont capables de poser un rover, alors que lui, Perseverance, son objectif, c'est de découvrir si de la vie a pu apparaître sur Mars. Parce qu'on sait que les conditions étaient habitables il y a plus de 3,5 milliards d'années. Et c'est Curiosity, le rover, le grand frère de Perseverance, qui a pu le déterminer. Et en ce moment, comme vous le voyez, Perseverance fait des prélèvements. Se déplie son bras là. Voilà, il déplie son bras mécanique et avec une foreuse, il va récolter 43 échantillons qu'on devrait récupérer normalement au minimum d'ici 2033. Parce que donc, il fait un prélèvement, ensuite il le met bien au chaud dans un coffre en quelque sorte. Dans un coffre à l'intérieur de son corps. Et ensuite, d'ici 2033, il va les déposer sur le sol martien. Et donc tout ce qu'on le voit faire là, il le fait sur Mars. Il le fait sur Mars. Plus lentement. Beaucoup plus lentement. Là, c'est en accéléré, bien entendu. En réalité, pour replier son bras, le déployer et le replier, il lui faut 30 minutes. Et donc les ordres lui sont donnés depuis la Terre. Depuis la Terre. Alors on le pilote un peu de la même manière où je le fais, sauf qu'ils ne le pilotent pas en direct. Eux, ils vont faire les programmations la veille pour ensuite qu'ils puissent exécuter les ordres le lendemain. Parce que Mars est quand même assez loin par rapport à la Terre. Et donc il faut du temps entre le moment où on envoie l'ordre et le moment où il le reçoit, c'est ça ? Voilà, il y a à peu près 5 à 20 minutes de temps de liaison, aller et retour, bien entendu. Et au plus proche, voilà, il faudrait 3 minutes. Le temps que les ordres arrivent sur Mars. Ce qui est quand même une prouesse. Une grande prouesse. Communiquer avec Mars en seulement 3 minutes. Oui. Et donc lui, il doit y rester combien de temps ? Alors lui, il va rester toute sa vie. Tous les rovers restent toute leur vie sur Mars, mais lui, il a une durée de mission de 3 ans. Relativement courte. Relativement courte, oui, effectivement. Donc il doit réaliser 43 échantillons sur 3 ans. Pour l'instant, il n'est qu'à 9 échantillons et ça fait 1 an déjà qu'il est sur Mars. Donc c'est son durée de vie théorique. Alors ça peut aller plus loin ou ça peut être moins long en fonction de ses capacités et aussi des différents problèmes qu'on peut rencontrer sur Mars. C'est un environnement quand même hostile. Mars. Et alors est-ce que vous pouvez, avant qu'on termine, me dire un petit mot de ça ? Parce que je crois que la France n'y est pas pour rien. Ah non, puisque c'est même la France qui a créé cette supercam à 100% et à 90% par les Toulousains. Cocorico. Cocorico, oui, effectivement. Et en fait, cette supercam va faire des tirs laser pour analyser la roche à distance, à environ 10-15 mètres de distance, pour analyser la composition chimique de la roche. Et si une roche est intéressante, à ce moment-là, il va faire un prélèvement pour rechercher ces traces de vie fossilisées, mais à l'échelle microscopique. Et alors, ce qui veut dire que, comme la France a participé à l'élaboration de ce robot, est-ce qu'elle a son mot à dire sur certains prélèvements, par exemple ? Alors la France, elle analyse la roche, donc c'est sa fonction première. Ensuite, c'est tous les pays qui vont collaborer pour savoir si cette roche devra être prélevée ou non. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup Hugo. Et puis si vous aussi, vous avez envie de découvrir les rovers, 2 des 7 rovers présents sur la planète Mars, rendez-vous ici sur le terrain martien de la Cité de l'Espace, avec notamment Perseverance, américain, avec un peu de France bien sûr, et puis Zhurong qui est là-bas. C'est donc à la Cité de l'Espace, ici à Toulouse. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Depuis 16h, le 107.7 est en direct ici de Toulouse, la Cité de l'Espace où nous avons installé notre studio depuis ce matin avec déjà une première heure d'émission spéciale entre 11h et midi consacrée à la planète Mars, vaste sujet. Et puis ensuite on a enchaîné entre 16h et 17h avec les astronautes. Et puis sans doute le meilleur pour la fin parce que c'est le sujet du jour, l'actualité vraiment... Pour tous les scientifiques, ces premières images dévoilées du télescope spatial James Webb qui est positionné à
quelques 1,5 million de kilomètres de nous. Voilà. Seulement. Donc pas très loin. Et ces images, on les a commentées il y a quelques minutes. On va continuer d'en parler. On va évoquer également les missions de ce télescope, ce qu'il va nous apporter dans les prochaines années. Donc restez avec nous. Si vous venez d'arriver sur la page Facebook de Radio Vinci Autoroute, vous êtes au bon endroit. Il reste un petit peu moins d'une demi-heure d'émission spéciale. Et dans quelques instants, nous serons en direct également sur le 107.7. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. La Cité de l'Espace où c'est l'effervescence aujourd'hui compte tenu de la publication des toutes premières images du télescope spatial James Webb dont on a parlé avec Olivier Bernet il y a quelques minutes de cela. On continue d'évoquer ce fameux télescope que vous connaissez forcément tous parce qu'on en parle beaucoup depuis hier soir. Et on va l'évoquer avec Daisy Rollin qui est chef de projet pour ce télescope au sein du Centre national d'études spatiales. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on parle des missions de ce télescope. À quoi va-t-il nous servir ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Donc, comme vous le savez, en fait, le télescope spatial James Webb, dont l'objectif principal du télescope, c'est d'étudier en fait l'origine de l'univers et notamment en fait toute la formation des galaxies, la formation des étoiles et aussi tous les aspects d'étudier les exoplanètes, notamment l'atmosphère des exoplanètes. Ici, on souhaiterait étudier tous les aspects, d'étudier l'origine des éléments propices à la vie. Être là au commencement finalement. Exactement, au commencement de la vie. Ce qui n'était jusque-là pas possible. Donc, grâce en fait le télescope infrarouge, donc on va pouvoir en fait voir un peu plus loin et un peu plus loin dans l'espace, ce qui permet en fait on va pouvoir aller plus loin d'étudier l'origine de l'univers. Donc après le Big Bang. Big Bang qui s'est produit il y a 14 millions d'années et on est capable de revenir très très loin, Nicolas. C'est ça, on essaie de se rapprocher, c'est toujours tirer le fil de plus en plus loin au plus proche, parce que ce qu'un scientifique veut, c'est des preuves, et donc quoi de mieux que d'avoir une image réelle de ce qu'on est en train de théoriser. Le Big Bang est encore une théorie, on veut le confirmer avec se rapprocher au plus proche des images de ce que l'on peut voir. Et puis les exoplanètes, c'est un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, des planètes en dehors de notre système solaire. Qu'on ne connaît pas encore. Qu'on ne connaît pas encore, qu'on aperçoit en fait, qu'on imagine présentes parce qu'elles passent devant leur soleil. Un peu comme notre éclipse, nos éclipses, quand on a la Lune qui nous passe devant le soleil et qui nous cache la lumière, il se passe la même chose, on sait qu'elles sont là parce qu'elles passent devant leur soleil et on va pouvoir, alors là on voit seulement des très faibles baisses de luminosité qui nous permettent d'observer une exoplanète. Je pense qu'avec le James Webb, on va en apprendre encore un peu plus parce qu'on ne va pas voir que la baisse de luminosité, on va voir comment la lumière est transformée quand elle passe à travers ces planètes et ça va nous apprendre des informations sur la composition de ces planètes, c'est ça qui est intéressant. Et vous, Daisy, à titre personnel, qu'est-ce que vous attendez le plus de ce télescope ? Personnellement, c'est surtout en fait de voir les résultats en fait de long travail en fait de scientifiques et des experts français, dont certains qui a commencé en fait travailler depuis 1998, donc 23 ans. Donc pour voir en fait l'aboutissement en fait de long travail. Pour pouvoir enfin en fait de voir les résultats scientifiques de cette observation via le fameux en fait télescope spatial. On a beaucoup de collègues astronomes qui nous disaient avec James Webb on pourra observer ça, avec James Webb on pourra observer ça. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que ça traîne dans la tête de vos collègues, j'imagine, et qu'ils doivent avoir développé les outils d'observation, NIRSPEC, NIRIS, etc. Et donc il doit y avoir effectivement l'appréhension lorsqu'ils ont allumé les appareils et ils ont calibré pour être sûr que ça fonctionne. Tout cela est en train de devenir très concret, on l'a bien compris. On va poursuivre cet échange pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, les réseaux sociaux de la radio. Si vous écoutez le 107.7, on reviendra dans quelques minutes pour évoquer les apports scientifiques que l'on espère avec ce télescope. Ce sera à 17h50. Rendez-vous est pris. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors Daisy, parmi les missions de ce télescope, je lisais qu'il permet de chercher de nouvelles formes de vie dans l'univers.
c'est ça? Oui, c'est en fait grâce en fait de techniques en fait de spectrographie. Donc ça veut dire que ça permet en fait de faire des compositions en fait de cosmiques, et ça veut dire que ça nous permettrait en fait de connaître certaines origines, les éléments propices à la vie, donc quels sont l'énergie, la température, et puis en fait les matières, les caractéristiques en fait des matières ou d'objets célestes. Donc, c'est grâce en fait des objectifs de l'instrument MIRI, et justement en fait pour étudier l'exoplanète, ça va nous permettre en fait d'étudier toute l'atmosphère de l'exoplanète, qui permettrait en fait aux scientifiques français de voir en fait l'origine des éléments qui sont propices à la vie, ou aussi en fait du développement des développements en fait de vie autour de planètes. Ce que je trouve intéressant. Les exoplanètes. Pardon, excuse-moi. Ce que je trouve intéressant avec la spectrographie, c'est que peut-être qu'on va parler aux plus grands dans les voitures qui sont au lycée, parce que c'est un terme que déjà ils étudient, la spectrographie. C'est comment on va décomposer la lumière. Une lumière va avoir tel type de pourcentage de telle couleur. Alors on va dire, je vais vous dire telle couleur, mais on parle de longueur d'onde, tel type de telle couleur, tel type de telle couleur. Et si la lumière est de cette composition-là, on peut dire que c'est telle molécule qui a été tapée par la lumière. Et on parle de spectre lumineux, alors d'absorption ou de alors je n'ai plus l'autre terme, excusez-moi. Mais donc effectivement, je vous invite à avoir le débat dans la voiture pour voir si on a bien retenu ces cours après le bac. C'est un peu l'idée. Mais voilà, la spectrographie, c'est quand même une technologie qu'on apprend à l'école et qui est utilisée dans ces engins qui sont, on va dire, un peu plus complexes que ceux qu'on a dans les classes quand même. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver notamment sur le compte Twitter de la NASA, c'est ça, ces premières images là qui sont dévoilées depuis quelques minutes maintenant. Il y a une conférence de presse en direct de la NASA et qui... au compte-gouttes, poste de nouvelles photos. La première est intervenue hier soir, on va le rappeler, tard dans la soirée avec le président des États-Unis, Joe Biden en personne, qui était là pour cette première image, ce qui veut dire aussi le caractère exceptionnel et surtout unique de ce moment, qui était vraiment historique. Et puis donc ça continue là cet après-midi. Et vous avez, Nicolas, vous avez sous les yeux ces images. Daisy, vous les avez consultées. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? C'est vrai qu'en fait hier j'ai attendu en fait l'apparition en fait de première, en avant-première d'ailleurs en fait l'image. Donc c'était émouvant parce que là pour moi en fait c'était vraiment un résultat d'un long travail. Donc là on a pu constater que James Webb a produit une image la plus nette et la plus profonde, la plus lointaine jamais existée ou jamais obtenue. Donc on le voyait aussi la différence en fait par rapport à l'image similaire qui a été prise par les télescopes Hubble. Et là on le voit la différence, la technologie qui a été offerte par James Webb. Donc c'est tout à fait en fait extraordinaire et c'est émouvant. Donc je suis très très content en fait pour les scientifiques. Je pense surtout en fait les ingénieurs, les experts, les scientifiques français qui ont contribué à cette magnifique mission. Et donc là, on a les premières photos, il va y en avoir énormément d'autres parce qu'il va être mis à contribution pendant de longues années, ce télescope. Tout à fait, parce que aujourd'hui, donc, normalement, la NASA a prévu en fait le 5 cibles cosmiques de première image. Donc, je pense qu'il y a déjà 2 ou 3. J'ai consulté, il y a 3 ou 4 images qui ont déjà. On en a la quatrième, il y a effectivement. une quatrième qui sont déjà en fait publiées. Et je pense que pour tout ce qui est en fait l'étude sur les exoplanètes, on va pouvoir en fait encore exploiter pendant toutes les 5 ou 10 d'années, prochaines années. Donc, parce que James Webb nous permettra en fait de faire l'observation scientifique au minimum 5 jusqu'à 10 ans, parce que grâce en fait à la précision en fait du lancement de Ariane, donc qui a mis en orbite avec une précision inégalée, donc ce qui a permis en fait pour télescope en fait de pouvoir fonctionner beaucoup plus long. Ça veut dire que là on se projette en fait pour les 10 ans à venir. Je trouvais ça intéressant parce qu'on est encore sur Facebook et on a la chance d'avoir Ariane derrière nous quand même, qu'on peut se représenter ce que c'est une Ariane 5. Et vous avez aussi la chance de voir dans quel endroit on avait posé en fait ce satellite. Il faut s'imaginer qu'un satellite s'est posé juste dans la coiffe, la partie en ogive, juste en haut de la fusée. D'où le fait qu'il soit replié au départ. Au départ. Et donc c'est un peu s'imaginer. Vous avez plein d'images qui vous montrent un peu le déploiement de ce télescope, et donc c'est un peu s'imaginer ça. On a la chance d'avoir l'objet derrière nous qui a été lancé. Et alors Nicolas, comment ça se passe? Donc le télescope prend une photo, mais derrière on ne peut pas la consulter telle quelle.
Alors, il faut la travailler. On la travaille, on va dire esthétiquement, je pense, pour le grand public, pour en faire des grands posters, comme moi j'aimerais afficher dans ma chambre. Et je pense que, alors tu me contrediras si c'est le cas, mais pour vous, ça va être surtout les scientifiques un travail de données, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'aura pas l'image colorisée, mais peut-être l'image en noir et blanc, ou alors peut-être une image qui va être colorisée de manière à ne faire sortir qu'un élément de l'image. Ce qui est intéressant avec la technologie infrarouge, c'est qu'on voit notamment là dans la dernière image, le Cosmic Cliff, un nuage, ce qui nous paraît un nuage, c'est de la poussière interstellaire qui est présent devant d'autres étoiles. L'infrarouge, ça permet de passer à travers ce nuage d'étoiles, chose qu'on ne voyait pas lors de la première image Hubble, on la voit Hubble, ouais. grâce avec James Webb. Et donc c'est ça qui va intéresser les scientifiques, c'est-à-dire de faire apparaître les éléments qui étaient invisibles. On va changer de lunettes en fait, c'est un peu l'idée. Ce qui se cache derrière. C'est ça, exactement. Alors tout cela participe finalement de ce que l'on appelle l'exploration. Voilà, donc avec un télescope ou avec des missions. Et justement, il y a quelques temps de cela, Thomas Pesquet, qui est venu ici à la Cité de l'Espace, a été interrogé à ce sujet. En quoi est-ce indispensable de faire de l'exploration ? Pourquoi est-ce qu'on en a absolument besoin, nous qui sommes sur Terre ? Je vous propose de regarder sa réponse et puis ensuite on poursuivra nos échanges. Plaisir. Alors, quelque part, ce qu'il faut dire, parfois les gens disent ça coûte cher. Alors oui, ça coûte cher, mais à l'échelle de l'Europe, il faut voir que les budgets de l'exploration spatiale, c'est à peu près le budget du PSG. C'est à peu près le truc que je raconte. Donc ouais, ok, ça coûte cher, mais pour toute l'Europe, le budget d'un club de foot, même si c'est un gros club de foot, c'est quand même pas tant que ça, quoi. Ça représente à peu près 1,50 €, 2 € par an et par citoyen européen, pour aller dans la station spatiale, la construire, faire les missions d'exploration, etc. Donc, ok, c'est cher au niveau de l'Europe, mais si tu divises par personne, c'est pas tant que ça. Il y a plein de comparaisons où, je te promets, les choses sont vraiment beaucoup plus chères que ce qu'on croit. Après, les priorités, elles sont claires. Nous, on met beaucoup d'argent sur l'observation de la Terre, ausculter la planète, les satellites qui nous permettent de suivre le changement climatique, d'essayer d'y remédier. Ça, c'est le plus gros budget de l'Agence spatiale européenne. Nous, l'exploration spatiale, les vols habités, c'est 10% du budget de l'Agence spatiale européenne. Les gens, ils pensent que c'est 100%. C'est pas vrai, c'est 10%. Tout le reste, ça va vers le GPS, l'observation de la Terre, etc. Et je pense que investir un peu, 10%, 1,50 € par habitant et par an, finalement, au niveau européen, c'est pas grand-chose. Et ben, ça permet de préparer le futur, en fait. On investit la majorité pour les problèmes du présent, le changement climatique, l'observation de la Terre, encore une fois. Et puis, on investit un tout petit peu pour pas hypothéquer l'avenir, pour se dire, voilà, ce qu'on va trouver sur Mars, ça va être comme des réponses aux questions de, tu vois, comment la vie se crée, comment elle disparaît, est-ce que ça peut nous arriver à nous, est-ce qu'on peut devenir une planète morte, est-ce qu'on peut perdre notre atmosphère, notre eau liquide, est-ce qu'on peut faire suffisamment n'importe quoi sur Terre pour que ça puisse arriver. C'est quand même des questions assez importantes. Donc je pense que mettre un peu d'argent là-dessus, c'est intelligent. C'est intelligent pour le futur. Encore une fois, on ne demande pas, personne dit donnez-nous des budgets faramineux ou la majorité de l'argent. On ne dit pas ça. On dit juste, avec ce qu'on a, on fait de notre mieux et puis on essaie de préparer le futur. Dans quelques instants, la suite et fin de notre émission spéciale en direct de la Cité de l'Espace de Toulouse avec Olivier Bernet qui était avec nous en début d'heure et qui va nous rejoindre. Désir Rollin, j'aimerais vous remercier et puis vous souhaiter bon courage parce que j'imagine que là, vous allez avoir plein de travail et que les prochaines semaines, prochains mois vont être absolument passionnants. Tout à fait, parce que là, en fait, on va pouvoir en fait, faire le point avec l'ensemble de la communauté scientifique française, pouvoir un peu leur retour, parce que bien sûr, en fait, tout n'est pas encore exploité dans l'ensemble des données, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je pense que ce n'est que le début de l'aventure, en fait, pour les scientifiques françaises. Donc, enfin, du monde entier, bien sûr, qui a contribué, en fait, à cette magnifique mission. Et on imagine l'effervescence actuellement dans la grande communauté, la grande famille des scientifiques. Tout à fait. On est très enthousiastes, donc on est vraiment fiers en fait, d'avoir contribué en fait, à ces projets. Merci beaucoup, Désir Rollin, d'être passé sur le plateau du 107.7 à l'occasion de cette émission spéciale. Et je laisse Olivier Bernet venir s'installer à votre place pour les toutes dernières minutes de cette émission spéciale que nous vous proposons, je vous le rappelle, sur Radio Vinci Autoroute. Depuis ce matin, ça a commencé entre 11h et midi avec une première partie consacrée à la planète Mars. Et puis on a poursuivi avec les astronautes entre 16h et 17h. Et on termine donc avec effectivement le télescope spatial James Webb.
dont on parle en long et en large depuis le début de cette heure et qu'on va continuer d'évoquer avec dans quelques minutes un nouveau direct à la radio, ce qui va permettre à celles et ceux qui sont notamment sur la route des vacances ou qui sont en train de rentrer au travail, d'entendre parler de ce télescope et surtout, espérons-le, de leur donner envie d'aller consulter les images qui arrivent au compte-gouttes, notamment sur les réseaux sociaux de la NASA. Donc, suite et fin de cette émission, dans une poignée de secondes, on va retrouver ceux qui écoutent la radio et puis on continue d'évoquer ce télescope avec Olivier Bernet qui vient de se rasseoir à nouveau à nos côtés. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. En direct pour la dernière fois à l'occasion de cette émission spéciale que nous vous proposons depuis ce matin sur le 107.7 à la radio, sur les réseaux sociaux également, émission que vous pourrez retrouver en intégralité dans les toutes prochaines minutes. Et depuis 17h, on évoque en long et en large ce télescope spatial James Webb dont les premières images sont en train d'arriver. Et vous qui nous écoutez en voiture, dès que vous en aurez l'occasion, dès que vous serez à l'arrêt, allez les consulter parce qu'elles sont tout simplement fabuleuses. Olivier Bernet, vous étiez avec nous il y a quelques minutes de cela, vous n'allez pas me contredire. J'imagine que là, entre deux interviews, vous avez eu le temps d'en consulter de nouvelles et c'est tout bonnement fantastique. Hein. Oui, je pense que le mot est juste. J'ai pu la découvrir dans les dernières minutes, les images de cette nébuleuse de la Carène, qui est ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles, c'est-à-dire un endroit à l'intérieur duquel se forment actuellement des étoiles et des planètes. Et alors les images sont vraiment remarquables, de finesse de détail, de richesse. C'est vraiment une nouvelle vue sur l'univers qui nous est offerte. Alors les images sont fabuleuses, mais derrière cela, il y a toute une communauté scientifique qui va en apprendre énormément. Justement, qu'est-ce qu'on attend de ces images? Qu'est-ce qu'on va apprendre grâce à elles? Alors ces images, on va bien sûr les analyser et en fait, à partir de demain, ça c'est quelque chose dont on parle un peu moins, la NASA va mettre à disposition les images brutes, c'est-à-dire vraiment les données à partir desquelles on va pouvoir faire un travail beaucoup plus quantitatif et un travail qui va nous permettre de contraindre nos modèles physiques par exemple. Et donc tout ceci, toutes ces informations et puis celles qui vont venir dans les semaines, les mois et les années à venir, eh bien toutes ces informations, on va pouvoir les utiliser pour améliorer notre compréhension de l'univers. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on attend? Alors il y a cette pirouette qui consiste à dire on attend l'inattendu, dont je me suis déjà servi tout à l'heure, mais en plus de ça, on a aussi quand même plus concrètement des attentes spécifiques. Et par exemple, moi quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'essayer de voir justement dans ces environnements où se forment les étoiles et les planètes, d'essayer d'analyser assez finement la composition chimique de ces environnements pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'on a comme briques élémentaires au moment où on va créer un système planétaire comme le système solaire, qu'est-ce qu'on a comme éléments chimiques, qu'est-ce qu'on a comme molécules pour faire notre cuisine. Et évidemment la cuisine qui nous intéresse, c'est celle qui pourrait nous amener à la vie, donc une cuisine prébiotique on va dire. J'aime beaucoup le terme cuisine. Il y a beaucoup d'images jolies, je trouve, en astronomie. Les pouponnières, la cuisine prébiotique. Il y a aussi des éléments qu'on commence à voir, dont on parlait depuis un petit bout de temps et donc qu'on commence à observer grâce à ces nouveaux objets technologiques. Alors, on parlait tout à l'heure des exoplanètes et de voir un peu la composition de leur atmosphère potentiellement. On parle aussi des trous noirs maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques temps, on a pu observer. Alors, on n'observe pas un trou noir, on observe le disque lumineux autour de ce trou noir. Et je pense que James Webb va avoir des capacités d'observation maintenant qu'on sait où regarder plus précises de ces trous noirs et comprendre comment ils fonctionnent, en sachant qu'on en a peut-être un au centre de notre propre galaxie. Et là encore, ça va nous donner des informations sur comment ça fonctionne, toute cette mécanique céleste. Ça répond à une grande histoire de la vie, finalement. Ça répond à toutes ces questions-là. D'où vient tout? Et on va peut-être s'apercevoir que ce que l'on croyait savoir n'est qu'une infime partie, en fait, et qu'on va en apprendre énormément plus. Oui, c'est ce qui se passe avec quand on a des nouveaux instruments finalement. Quand Galilée a pu utiliser sa lunette pour la première fois et qu'il a découvert la présence de montagnes sur la Lune, la présence d'ombres, qu'il a réussi à mettre en évidence
le fait que le système n'était pas géocentrique mais héliocentrique, donc la Terre tournait autour du Soleil, ça a été une véritable révolution. Donc il y a une révolution conceptuelle qui est associée à ce type d'instrument peut-être, en tout cas je l'espère, James Webb apportera une révolution conceptuelle de ce type dans les années qui viennent. Merci messieurs, on va s'interrompre là pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio. C'est passionnant, on va pouvoir continuer d'en parler bien sûr sur Facebook, puisque cette émission est également proposée en Facebook Live, et si vous n'avez entendu qu'une partie de ce que nous venons de dire en voiture, rendez-vous sur la page Facebook de la radio quand vous serez arrivé à la maison ce soir ou sur votre lieu de vacances, et vous retrouverez l'intégralité de ces 3 heures d'émission qui vont s'achever dans les toutes prochaines minutes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur le 107.7. La Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors Olivier, vous disiez il y a quelques instants de cela que dès demain, ces images vont être en gros mises à disposition. Alors, qui va pouvoir travailler dessus? À quel endroit? Tout cela, j'imagine, est très organisé déjà? Oui, c'est très organisé. Donc les images sont mises sur des archives numériques auxquelles on peut accéder. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un doctorat en astrophysique pour le faire, hein. Néanmoins, pour être capable de les manipuler, de les analyser, il faut avoir une certaine expérience de ce type de données. Donc c'est une expérience que nous avons par exemple à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Et donc dès demain, en fait, hein, on va mettre, je dirais, notre nez dans ces données pour essayer de comprendre ce qu'elles contiennent comme information scientifique. Et puis aussi, un enjeu pour nous, c'est de tester tous les outils qu'on a développés depuis des années pour analyser ce type de données, pour voir s'ils fonctionnent bien, voir si on est capable justement de manipuler ces données, de les travailler, pour en extraire la substantifique moelle scientifique qu'ils contiennent. Donc et alors, est-ce qu'il y a une certaine appréhension justement avant de voir si ces outils fonctionnent comme vous l'espérez? Oui, il y a une appréhension, bien sûr. Hein, on stresse, hein, si je le dis naïvement. On a une petite appréhension de voir si on va être capable de faire tout ce qu'on a prévu et évidemment assez rapidement, parce que on n'a pas envie de perdre du temps à essayer de sortir l'information. On veut vraiment analyser l'information le plus rapidement possible. Je trouve ça intéressant de parler de temps. Oui. On nous parlait du fait que la technologie avance et donc nos capacités d'observation avancent aussi. Il y a certaines images qu'on a obtenues grâce à une journée d'observation, parce qu'effectivement pour que la lumière arrive bien sur tous les capteurs du James Webb, il faut laisser ouvert l'opercule assez longtemps, sachant que Webb avait mis plusieurs semaines lui pour atteindre les mêmes images. Donc on voit qu'on a une meilleure qualité d'image plus rapidement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on communique comme ça au niveau de l'agence des 2 agences spatiales, c'est-à-dire que dans un certain domaine on va voir toujours le plus petit, et là dans notre domaine de l'espace c'est toujours aller voir plus loin. De plus loin dans le temps et en distance du coup. Alors Nicolas, à l'occasion de l'arrivée de ces premières images, il y a un espace qui s'ouvre ici à la Cité de l'Espace et qui va, j'imagine, vivre au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux clichés. Totalement. Donc au même titre que Thomas Pesquet nous envoyait des images de la Terre et qu'on les diffusait au jour le jour pour voir l'évolution de la Terre, on va voir l'évolution de notre univers grâce au James Webb. On le faisait déjà avec Hubble et donc on va en prendre plaisir à diffuser les différentes images que le James Webb va nous apporter. Et moi j'aimerais bien faire un appel, alors je ne sais pas qui pourra nous entendre là-dessus, c'est que souvent avec Hubble on avait des très beaux noms qui apparaissaient, les nébuleuses de l'Aigle, d'autres termes assez... Les piliers de la création, c'était très beau ces termes qui apparaissaient, et je sais que la NASA, pour engager le public là-dedans, propose de plus en plus de demander au public de nommer lui-même les éléments qu'on va observer. Et je trouve qu'on pourrait être un bon espace pour cela, pour proposer de nommer ces différents éléments, parce qu'on a de quoi faire, j'imagine. Hein. Oui. Il y a des milliards de galaxies, des milliards de planètes et d'étoiles à nommer. Donc voilà, je lance l'appel au cas où, si ça peut tomber dans des bonnes oreilles. Et d'ailleurs, il y a une des galaxies du champ profond qui a été présentée hier, qui a déjà un petit surnom. On l'appelle la galaxie du Béret. Elle a une forme un petit peu particulière et je crois que les gens se sont déjà empressés de la nommer ainsi. Voilà, donc une contribution française. On pourrait, effectivement, le Béret, il n'y a pas plus français que ça. C'est une aventure qu'on va pouvoir vivre en tout cas, et notamment ici à la Cité de l'Espace avec les différentes animations que vous proposez. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Berton, médiateur scientifique ici, et on a passé 3 heures ensemble et c'était. J'ai pas vu le temps passer. Oui, c'était un moment très enrichissant parce que vous avez pu nous apporter
plein d'éclairages, notamment sur ce qui, en lien avec les différentes thématiques, était proposé ici à la Cité de l'Espace. Et puis Olivier Bernet, donc vous étiez notre dernier invité, vous qui travaillez au Centre national de la recherche scientifique, vous êtes astrophysicien, et donc on a pu en apprendre un petit peu plus, et notamment, voilà, vous nous avez donné envie de découvrir ces premières images, donc je pense qu'on va s'empresser là dans les prochaines minutes, pour celles et ceux qui nous suivent, si ce n'est pas encore fait, d'aller vite les consulter, notamment voilà, sur les réseaux sociaux de la NASA qui est en pointe sur le sujet. C'est la fin de cette émission spéciale que nous vous avons proposée tout au long de cette journée sur le 107.7 à la radio, mais aussi en Facebook Live, avec pas moins de 3 heures d'émission qui vous seront proposées en replay dans les toutes prochaines minutes, avec une première émission ce matin consacrée à la planète Mars, entre 11h et midi, et puis 2h cet après-midi. On a parlé des astronautes, et puis ensuite du télescope spatial James Webb. Et donc, dès la fin de